Adams County 911, what's your emergency? I have a home invasion. My niece is tied up. I am at the verge of untying my niece at this particular moment. Okay, she's tied up. She is tied up and gagged. And gagged? Is that what you Yes, said? ma'am. Okay. I am untying her. Is there anybody else there? Is anybody else here? Where are the kids? We have 5 small infants asleep. 5 small infants asleep? Yes, ranging from 7 to 1. 7 to 1 years old? Okay, ma'am. She's saying that they hit her husband in the face about 5 times with the butt of a pistol and drug him out. They drug him out? Yes, ma'am. Can I talk to her? Is she able to speak? Yes, ma'am. Hello? Hi, Samantha. I know you're upset. What is your husband's name? Are you there? J'étais en patrouille quand j'ai reçu l'appel concernant une violation de domicile. On m'a signalé par la radio que le mari avait été enlevé à son domicile. Quand on est arrivé sur les lieux, Samantha était juste en train de descendre l'escalier en colimaçon avec sa tante. Okay, be safe on your way here. Where's she at? She's upstairs. Okay, bye. Where's she at? She's coming. She was talking to dispatch. I left the bounds and gags up there that they have her tied up in. Sorry. Okay. Are you still talking with Sheriff? Tell me that tell her you're here. I did. She's still putting She her said she still has a few questions for me before I can get off the phone. Let me have it and I'll take care of it and you talk to them. Yeah, talk to me. I don't know. Okay. Sorry. Okay, I'm sorry. It's me back. So walk me through what happened. I don't honestly know what happened. I was in bed asleep, and we heard a noise, and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up and put a knife to my neck and told me don't move. Okay. Over and over and over, and because he was fighting back, and I was just letting him do it, and What's your husband's name? Ernest Ibarra. Ernest Ibarra. Okay. Mon enfance avec Ernie, il était un peu plus âgé que moi. Mais on jouait ensemble. Un des meilleurs souvenirs que je garde avec lui, c'est qu'on jouait tout le temps à la Nintendo 64. Il adorait les livres. Il passait son temps à lire. Il restait toujours dans son coin. Des fois, ma mère se levait la nuit et elle le trouvait caché dans la salle de bain, le nez dans un bouquin, à minuit. J'ai connu Ernie quand ma fille cadette était au collège. Ma fille aînée était au collège et au lycée avec lui. Et puis, il a fini par travailler pour moi au restaurant. Il voulait prendre des cours d'informatique pour travailler dans les jeux vidéo. Donc, il a fait ça. Quand on m'a appelé pour me dire que mon frère avait été enlevé, j'étais sous le choc. J'avais peur. Et ça m'a brisé le cœur. C'est une sensation que je ne souhaite à personne. Samantha Woolford a déclaré que 3 hommes avaient tiré son mari hors du lit, l'avaient frappé, puis emmené en bas, où ils l'avaient frappé de nouveau dans le salon, puis qu'ils avaient fini par le sortir de la maison. Didn't recognize anything about. They had black masks on, black shirts, black pants. Every inch of skin was covered, like gloves.
I couldn't see anything. One of them did say the name Luke, but that's it. That was all. That's only in identifying anything of the kind. One of them said, "Hey, Luke," and the guy turned, but that's the only identifying anything I got. 522 County. Then when they dragged me downstairs, because they had him downstairs and they were separating us, I went downstairs and his face was covered in blood. And he had cuts on top of his head. We've had home invasions, but... On a déjà eu des cas de violation de domicile. Mais le type d'agression qu'elle nous décrivait, ce n'était pas le genre de choses qu'on avait l'habitude de voir. You know what they were hitting him with? A gun. Okay, do you remember what the gun looked like? It was just a hand pistol. I didn't focus on the gun. I was focused on him. Do you remember what colors, anything like that? It's a black gun. Okay. All right. And y'all were upstairs? Asleep. Okay. Are you doing okay? Do you need medical attention or anything? He just slapped me in the face. If it's not a bruise, cut. I mean... Got some redness on your face. He said, "Look at her," and he wouldn't look up at me. How's the babies? They're all in bed asleep. They never messed with the kids. And then he asked him, "How are my kids? Where are my kids?" He said, he punched him in the mouth with the gun and said, "I ain't here for no kid." And I think they might have knocked a couple of his teeth out. And they jerked his hair up and said, "Look at her, look at her." And they had my head pulled back. And he looked at me and he said, "That's the last time you're gonna see her. And do you want us to kill her too?" Donc, je lui ai demandé de me donner le maximum de détails pour vraiment essayer de reconstituer ce qui s'était passé pour que ça en arrive là. I never saw, I don't know what type of vehicle they're in. Yeah. He's here with Three, me. maybe four. Les premières questions qu'on pose quand on arrive, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui? Où? Comment? Pourquoi? Et où étiez-vous quand ça s'est passé? Montrez-moi où vous étiez. Okay, let's walk up here. On est monté à l'étage pour pouvoir visualiser la scène. Comme ça, on peut commencer à reconstituer les événements pour voir si ça se tient. Over here. She helped untie me. How did she find out that you were Because they took his phone, but they didn't take mine. I had mine hidden. So I was able to... So he's got his phone? No, they have his phone. Okay, that's what I'm talking about. What's his phone number? You don't know? 430. Do you got it stored in your phone? Yes. Okay, It's look a that. newish number. Look. My aunt has my phone. Huh? Well, I need that number. Get that number from her. Elle me dit qu'Ernie a son téléphone avec lui. C'est une information cruciale pour nous, pour essayer de le localiser. Parce que tous les téléphones portables se connectent à des antennes relais, ce qui peut nous indiquer sa position. On a commencé notre enquête par ça. On espérait que de cette manière, on arriverait à localiser Ernie et à le ramener chez lui, sain et sauf. Quand j'ai su qu'Ernie avait son téléphone avec lui, j'ai noté son numéro. Et j'ai cherché sur quelle antenne il avait borné. J'ai envoyé des agents sur les lieux pour fouiller tous les véhicules dans la zone, dans l'espoir de retrouver Ernie. Les agents ont ratissé la zone au nord du comté de Titus, mais le téléphone a arrêté de borner. Donc, ça voulait dire qu'il l'avait éteint. Alors, on a étendu le périmètre de recherche pour essayer de le retrouver. À ce stade, il faut contrôler la scène de crime et baser notre enquête sur les informations fournies par Samantha, en espérant retrouver Ernie et les suspects. La porte d'entrée était ouverte. Il y avait une imposte vitrée qui avait été enfoncée. Tout de suite à ma droite, quelque chose a attiré mon attention.
Il y avait un canapé et il y avait des éclaboussures de sang. Yeah, I think so. Mais à l'étage, j'ai constaté des incohérences par rapport à ce qu'on m'avait raconté. Ça ne collait pas. I don't even see a whole lot of blood, though, for somebody that was pistol whipped. No, that's what I was expecting to see, like more blood. Because, I mean, she's saying he got hit several times, pistol whipped or whatever, several times. With a black pistol is all she knows. Everybody's wearing all black. Black shoes, no identifying markers on them. She was up there in a totally black room. She was in a total black room. L'histoire qu'elle nous a racontée ne tient pas vraiment la route. Parce que pour accéder à la chambre, de la porte à l'escalier, il y a environ 6 mètres. Et ils étaient censés avoir fait ça dans le noir total. Ça paraissait très improbable qu'ils aient eu le temps de faire ça sans qu'elle s'en aperçoive et qu'elle se réveille. If you would, go downstairs and bring her up over, have the door, watch the front door, make sure nobody's coming in and out. I'll come up here and I'm going to kind of walk in. Okay. She said. On a commencé à passer en revue les incohérences de son témoignage. Tous les détails qui ne collaient pas. Come up here with me right quick. Just hang out by the door and make sure nobody comes in or out. My toes are starting to get cold with the door open. Hold on just a second. Wait, let's wait till he gets back. Are you guys trying to accuse me of something? No. Not right now. We're just trying to get all the details of everything that happened. On voulait juste s'asseoir quelque part pour pouvoir discuter tranquillement avec elle, en tête-à-tête, pour essayer de comprendre exactement de quoi il retournait. Parce qu'on espérait que ça nous permettrait de retrouver Ernie. There's more stuff to do tonight. I've already written out a statement. That's what you should be working on. Une fois que le téléphone d'Ernie a été éteint, on n'avait plus de pistes. Il ne restait plus qu'elle. C'était elle la clé. Mais son histoire ne collait pas. You're the one that found her? She's the one that found her. I'm the one she called. Okay. So she called you first? She called me. Okay. Bound and gagged, and then she called me. We live in Winfield. So when she called me, and I couldn't understand. I mean, I got very little out of her. Pretty much the gist of. So we're in my house. I told the police they're gonna kill my kids. That's about the extent of what I was able to understand. So I started screaming at my husband, call Brett, which was, so he called him because I live an hour away. That's who she called. Okay.
he managed to get a hold of him, and I'm screaming bloody murder, get there, get there, get there. So that's why they came, because I managed to get a hold of them. So when we came in the house, the door was like it was. The last I heard was I thought that she was already outside, still gagged and stuff. So I'm hollering for her because I didn't see her in the living area, and she was hollering, I'm up here, I'm up here. So I go upstairs and she's sitting up against the wall, and her hands were tied behind her back, and that pink was in her mouth, fully, and her legs were tied. So before I untied her, I was asking her where her children were. So I tore the door open just to get to the kids, and they were sleeping. I counted, and then I went and untied her, and then left it right there. Le témoignage de la mère correspondait à ce que Samantha nous avait raconté. Donc on s'est concentré sur la scène de crime. Plus ça avançait, plus il y avait des incohérences. Alors je me suis dit qu'il fallait la sortir de son environnement. Et je lui ai dit, vous allez me suivre. Elle est venue à contre-cœur. Every officer available working on it. Everybody in is off. On est allé au bureau du shérif, on s'est installé dans une salle et on lui a demandé de tout nous raconter encore une fois. Je voulais avoir une version claire et cohérente du début à la fin. Of course, obviously, you understand when something like this happens involving a spouse, obviously. I'm sure you've seen the news, you've seen deals when the wife goes missing, you look at the husband, or vice versa, but the husband's missing, you look at, start with their inner core people, family, friends, all that, and then start working our way out, to make sure that rule all them out first, to make sure that they're... Well, I mean, you've got my family here, you can ask them. My mom talks to me every single day. She knows every fight we have, and she also tells me how freaking retarded and funny we are. Elle essayait de me convaincre que tout se passait bien, que tout allait pour le mieux. Sauf que Samantha et Ernie avaient des antécédents qui remontaient au mois d'août 2014. Samantha avait porté plainte contre Ernie pour violence. Ensuite, elle avait changé d'avis et retiré sa plainte. Donc la relation était très tendue entre eux, depuis environ 6 ou 8 mois avant l'agression. C'était impossible, son histoire ne tenait pas la route. Mon instinct me disait qu'elle mentait. Elle enchaînait les mensonges les uns après les autres. Dead. He's dead? That's what I'm trying to find out. Yes, if he is dead, no. You think he's alive? I hope so. Did you have anything? No. No. Je ne pense pas que les gens puissent comprendre le chagrin que ça peut causer. Une enquête comme ça. Je veux dire, c'est... À moins d'avoir vécu la même chose, vous ne pouvez pas comprendre. Et il y a eu plusieurs incidents où elle a grandement exagéré la manière dont mon frère lui parlait et minimisé la façon dont elle lui parlait. Je connaissais mon frère depuis toujours et je savais comment il parlait aux gens. Je savais comment il parlait aux femmes. Ce n'était pas quelqu'un d'irrespectueux. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Je n'arrivais pas à croire que c'était arrivé à notre famille. Je voulais juste
me rendormir et me réveiller et que tout soit redevenu normal. Pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de prier pour me réveiller de ce cauchemar. Et puis, j'ai fini par accepter le fait que ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. What I am is I'm pretty much what they consider an expert in this field. I've worked a lot of these. I look at these. Okay, I'm gonna tell you something, Sam. I've been after all the crime scenes. Look, and this is why that it's very important to have the village to be honest, because I'm gonna tell you what, the evidence we're found on the scene, it's just not matching. Le lieutenant Bragg m'a dit, je l'ai interrogée, elle maintient sa version. Pas moyen d'en tirer quoi que ce soit. Alors j'ai dit, à mon tour, laisse-moi essayer. A lot of the times when stuff like this happens, the spouse or the girlfriends or whatever, there's more than one on it. We always find out. Because they always get together, oh, well, this is a story we're telling you, stick to it, don't you change. Well, actually, that's kind of the best thing that happens to us, because then when you stick to your story like that, and then we piece it in the end all together, then it's real easy to take this to a jury and show that either you were a liar or that you were the loving wife that you said you were. I'm not going to care to tell you I'm a loving wife. We've had our go-bout. Now, I'm not saying We've had our fights. Au début, elle s'obstinait. Alors j'ai commencé à lui faire comprendre que je savais qu'elle mentait. whole different deal. But no, but here's the thing, Sam. Here's the thing, Sam. The thing is, I still say, and the proof's going to be in the pudding that you know more than you're telling us. I think you know exactly who did this. Now, hitting him and beating him, that might have happened. Because there is blood in the house. That really, I promise you, that story is true. But I'm saying, I think you know exactly who did this, and I think you're scared, and that's what I'm trying to beat in your head. Don't let fear keep you from telling the truth, because just if you knew these guys that did it, you know why they did it, does not make you guilty. But what's going to make you guilty is when we prove that you lied to us in here. But if that's the case, then I do know who did it and why they did it. Il fallait vraiment être là à ce moment pour comprendre ce qu'on a ressenti. On retenait notre respiration. Je crois que dans sa tête, elle se disait « Oula, il ne croit pas ce que je raconte, il faut que je change de tactique. » Son plan ne marchait pas. Doesn't that make me like an accomplice? Nope. No, that makes you a scared mother with children. That's exactly what that makes you. Je l'ai interrogée longtemps, sans répit. Et si on observe bien son langage corporel, on peut voir quand elle ment. Alors je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué. The only other thing. Okay. See, I knew. You know, Sam, you know I'm not here lying to you. You know I know. The only other thing I know, and I don't even know, I know. Okay. But it's suspicious. Okay. I've been up at the hospital with my friend Charlotte. Okay. And she's got a guy there, and I swear to God, I cannot go up there that I said any of this. Okay. Because they have a lot of friends around here, and my life will be in a lot of danger. Okay. But the only other thing I know is venting to her and talking to her about problems like I just told you. I have a problem with talking to my friends about our problems. Mm-hmm. I don't have many of them. So when I do get with one of my friends, I want to talk about any problems we might have had. And honestly, lately, it hasn't been many. Okay. We have had problems in the house, and I haven't seen Charlotte in a long time. Okay, come on with it. And she's got this guy in the room with her, and he's talking about how a man shouldn't treat a woman that way, and how you don't do those things to a person, and he's gonna deal with the situation. I didn't take him seriously. Okay, you see, Sam, you know who did this, but that does not make you guilty. But I don't have any proof that he did. I just have what he said. Okay, who is this guy? His name's John. John who?
His Facebook is Rebel, John Rebel. It's John, I don't truly know his last name, but his Facebook says John Rebel. Elle finit par craquer et par dire qu'elle a rendu visite à une amie à la maternité après son accouchement. Et pendant sa visite, il y avait un autre homme dans la chambre qui, selon elle, est probablement impliqué. C'est exactement ce qu'on voulait, qu'elle dise la vérité. Mais en même temps, il ne faut pas trop s'emballer. Le mari est toujours disparu. Il faut qu'on le retrouve. What this guy say he's gonna do? Handle the situation. So if he did this, who do you think he'd bring with him? I don't know any of his friends. But yesterday at the hospital, he had a guy that I do know from town with him. His name is Tay. Who? Tay Rhymes. Tay? Tay. He's black. Tay Rouse, he's a black male? Yes. Okay, you had him with him? Where's he from? I didn't say he had. Yes, he had him at the hospital with him. I cannot guarantee that these are the right people. But you know what? I know that you know he's in your got- heart, Sam. You know this guy did it. You know he did it, and here's the thing. But why? Unless he's here's the got thing. serious You better- psychological issues, why? Well, I what only did you know say? that- What did you say when he said he's going to take care of that problem? I just laughed at him. I thought he was joking. So now all of a sudden, why are you bringing him out? Because you know that it was him. Because Why do you know it was of- him? Because of his prison record and because I don't know. I just have this feeling like it was. Elle raconte devant ces types à quel point son mari est nul et méchant avec elle, qu'il est violent avec elle et ses enfants. Et ces types l'entendent raconter ça à sa copine et ils décident d'intervenir. Avec le couplet habituel, un homme ne devrait pas traiter sa femme comme ça. Si t'étais ma femme, je te traiterais mieux. Débarrasse-toi de lui. There was another guy, I don't know his name, but he pretty much fits the bill of the third guy. There was three people? Yes, at the house there was 3 people. And at the hospital yesterday, you can look at the cameras, there was 3 people. He is a very scary looking guy, the third guy. But you don't know who he is? No. You don't know his name? No, they kept calling him JoJo. And I asked Third John guy. what his name was, and he said Jose. But that's all I know about that guy. J'ai dit à mes hommes, allez sur Internet, sur Facebook, cherchez John Rebel, Jojo et tout ça. Bien sûr, on a trouvé Jojo, alias José Pons, Tay, alias Octavius Rhymes, et John Rebel, alias Jonathan Sanford. Elle nous a donné les noms de ces 3 individus, et maintenant il fallait les retrouver, parce qu'ils étaient très probablement impliqués. Charlotte's up at the hospital now. What room is she in? 218. And she's there now? She should be. She was last night. Samantha me dit qu'ils sont peut-être toujours à la maternité, dans la chambre. Donc je prends le téléphone, j'appelle l'hôpital et je leur demande d'aller vérifier. Et ils me répondent, oui, ils sont là. Bien sûr, on ne les avait jamais vus, mais elle nous les avait décrits. Quand on est arrivé à l'hôpital, on les a croisés tous les deux en train de sortir. Je me suis retourné et j'ai crié « Jonathan !» Ils se sont mis à accélérer, comme s'ils voulaient s'enfuir. Donc, on a su que c'était eux et on les a interpellés. On les a mis dans des voitures séparées pour les empêcher de se parler. On en tenait 2 sur les 3, mais Octavius était introuvable. Une fois qu'on a mis la main sur Jonathan et José, on les a emmenés au poste et on les a séparés. Ponce dans une salle d'interrogatoire et Sanford dans une autre. On a interrogé José en premier. Let's go through this. What I need to do, I've got Samantha's version. You tell me from the very beginning what happened. Just give me your side of the story. What was said. We'll talk about it. Because yeah, right now, oh yeah, you're the bad guy right now. Jonathan pulled me to the side. Said, I need to talk to you. I said, well, what's up? He said, I just need your help. He says, it's a 3-man job. I said, okay, well, what is it? He said, look, I've already got, and I put this on my life, on my son's life. I've already got the layout of the whole house. You know, the room is upstairs and this and that.
And I said, okay. And he said, we're gonna make it look like a home invasion. Il commence à se vanter de ce qu'il a fait, à tout nous raconter en détail, tout excité. Donc on lui demande, qu'est-ce que vous aviez à lui reprocher? Pourquoi vous êtes allé chez lui pour le tuer? Vous le connaissiez? Non, on le connaissait pas. Ok, donc tous les trois, vous avez tout planifié et vous êtes allés enlever ce gars. Pourquoi? Parce que Samantha nous l'a demandé. Quoi? Samantha is the ringleader. Samantha is the one, and I can prove this. If you don't believe me, as God is my witness, all you have to do, you can take you and 15 of the officers, I don't care. Take me in front of my wife, and my wife will tell you a piece of what she overheard. Well, now, I've actually kind of heard. And my wife will tell you, she's the one who orchestrated it. Il a dit, oui, Samantha nous l'a demandé, c'est elle le cerveau. J'ai dit, vraiment? Oui, c'est elle qui a tout planifié. I specifically brought up, what if the law start questioning you about it, talking about her, talking about Samantha? And Samantha said, and I quote, I'm an actress. I can make anybody believe anything. Elle leur a dit, faites ça pour moi, je m'occupe de tout. On a découvert qu'elle avait un site internet, une chaîne YouTube. Hey guys, I'm just kind of posting a vlog about what's been going on with me. Et elle essayait de gagner de l'argent et d'avoir le maximum de vues, en postant des vidéos quotidiennes d'elle et de ses enfants, entre autres. 15 weird things about me. I am at a tattoo convention. Anything anybody says to me just has me drove to the edge. I'm like really easy to piss off. Elle se considérait peut-être comme une bonne actrice, mais elle a vraiment sous-estimé l'intensité de l'interrogatoire qu'elle allait subir. Et elle a aussi sous-estimé les caméras qui captaient son langage corporel et ses réactions. Il fallait interroger Jonathan Sanford. On espérait encore retrouver Ernie vivant, mais en général, dans ce genre d'affaires, l'issue est rarement heureuse. Et il avait très envie de parler. You know what this is about, buddy. You know exactly what it is. You know what happened over at Samantha's house last night. That's what we're gonna talk to you about, okay? À partir de là, il a vidé son sac. Il a dit, c'est elle qui nous a dit de faire ça. Sanford raconte comment ils ont tout planifié autour d'une table chez Tay. Ils ont tout planifié et leurs versions se recoupent. Ils sont allés chez Ernie, ils l'ont tiré du lit et ils l'ont mis dans une voiture. This dude's head split, nose broke, jaw, and he busted. So we go. We leave. As we're going, they tell me I go here, whoa, I'm driving. We go all the way out to the country. Get out to the country. Next thing I know, they walk off. By themselves? No, they walk off. Stop, like they go off over here, like, okay. Let me see that car real quick. Like, this is the wooded area, there's a creek bed here, we're parked here. Alright, they walk off around this way a little bit. So I start running back to the video going, in my mind process, this is my neck of the woods now. So you know where you're at? Yeah, this is my neck. Because we're fixing to go out there, me and you. Before I got any further, the other dude pops out. Starts coming with me. I'm like, what's up? He's like, man, I'm getting in the vehicle too. Before I ever make the vehicle, all I hear is pop. Il explique qu'ils l'ont tabassé, sorti de chez lui, emmené à 40 km plus loin dans un endroit isolé. Ils l'ont fait mettre à genoux et ont commencé à le provoquer, à l'insulter. Puis ils lui ont tiré une balle derrière la tête et ils sont repartis en voiture. Okay, let's go. It's like, you seen, I didn't even have to keep going when you came after me. John? À ce stade, je n'avais plus besoin de poser de questions. Quand il m'a dit qu'il savait où était le corps, je lui ai dit « Ok, on y va ». J'ai pris ma voiture personnelle et j'ai dit à mes collègues de me suivre. Right here like this. I didn't go in? I didn't go no further. Okay. That's what I was going to say. Follow the game trail. My guess is they would follow the game trail because
I got it. Yeah, I see the body. Okay. Oh yeah, he's dead. He's not gonna be alive. Ça fait mal au cœur. Bien sûr, on est content de retrouver le corps, parce que c'est l'élément central dans l'enquête pour homicide qui va suivre. Mais se dire qu'il est mort là, tout seul, dans cet endroit sombre et glacial, je n'arrivais pas à m'ôter ça de l'esprit quand j'étais dans ce bois. Quand on a appris qu'ils avaient retrouvé mon frère et qu'il avait été tué, je me suis effondrée. Il n'y a pas de mots pour expliquer la douleur que j'ai ressentie. Pendant toute cette période, on était tous déboussolés, terriblement tristes et en colère. What we need to do now is two of us need to break off and take him and use the recorder and let's go get that gun. We need to get the gun while some of us stay here and work the crime scene. Jonathan nous a dit que le pistolet était chez Octavius, donc on est parti récupérer l'arme du crime. Ils ont pris Jonathan avec eux et l'ont emmené chez Octavius Rhymes. José Ponce habitait juste derrière la maison, dans une tente. Quand on est arrivé chez lui, Octavius n'était pas là. Mais il y avait la Conna, la petite amie de José Ponce. Elle était dans tous ses états. Hey John, where's it gun at? It was out here, but it's apparently not out here. Who got it? I don't know. Y'all arrested me. Why ain't it out here? I don't know. No, I swear to God, I don't know. got the box, and the box is In a lockbox. So you already knew the gun was involved. No, she has no didn't clue. know about She has no clue about nothing. I'm telling y'all that now. So I haven't. She has no clue about nothing. here's the deal, all right? We need the gun. You could be charged with the same thing. She was. I not know here. what the... You could be an accomplice to murder, capital murder. That's death penalty. So if you know where the gun's at, she knows where the gun's at. You need to go ahead and tell us. I don't know where the fucking gun's at. I just told you that. Okay, I'm gonna give you one more opportunity. Dude, you can handcuff me. I don't know where the goddamn gun's at. That's probably about to happen because I think you're a liar. I don't give a damn. You've got the freaking box. You've got the dead gun. Where'd the gun go, please? I don't know. So why'd you get the box? No, you know. I guess we need to go keep yelling at me all you want because I don't know where the gun's at. So the gun's not in the tent? I don't know. Go check the fucking tent. I don't know. On est allé voir derrière la maison, dans la tente. Évidemment, le pistolet n'y était pas. Alors je me suis dit, si je devais cacher un pistolet en catastrophe, je le mettrais où? Et à l'arrière de la maison, il y avait des trous dans le soubassement. Et je me suis dit, je parie qu'il a jeté le pistolet sous la maison. There you go, right there, I bet you. See the dope or the gun. Gun. Here, you want a picture? Well, I can take you video and show where it was at. I can take one with this. It's got a picture deal on there. Okay. Yeah. Maintenant, il fallait retrouver Octavius. Bien sûr, il était connu des services de police de Pittsburgh, dans le comté de Kemp. Et l'un des inspecteurs du comté de Kemp a su par un informateur qu'Octavius se trouvait en ville. Donc, il est allé l'interpeller, et nous, on est allé dans le comté de Kemp pour le récupérer et le ramener. No, I've never been in no serious trouble like this ever. You know, so I'm trying to work with y'all, but I can't really give y'all no more information if there ain't no deal on the table. You know, 'cause like I say, I told my lawyer he's trying to, he's working on something to give me a deal, and you know, my dad told me like, if I can talk to y'all to get a deal with y'all, to do that, he told me to talk to mechanics. You know, my dad trusts mechanics,
I trust McKenna, you know, because everybody in Pittsburgh, they know I'm not a violent person. I'm a good person, you know what I'm saying? I help everybody out. I train with kids, I teach kids Taekwondo, MMA. I help out around the community, you know, that's just me. I try to help people out. Other than that, what they trying to get me on, as far as the murder, tell you right now, I'll take it to trial, and I promise you, I will take that to trial. If I don't care how much money I got to put in my pocket for a lawyer for Kemp County, I will. But the principal fact is, I don't have nothing to do with that. I'm trying to get to the bottom of it just like y'all are. You know what I'm saying? I know the guy's family want justice. I know they do. I know y'all want justice. Hell, I want justice, for the principal fact is, I'm getting accused of something that I didn't do. You know, but, like I say, if there ain't no deal on the table, then I really can't. I can't say nothing, because I ain't trying to screw myself. Il me dit, je veux passer un accord. Je lui dis, on ne passe pas d'accord chez nous. Dites-nous ce qu'il s'est passé. Et il finit par dire qu'il veut voir un avocat et qu'il ne dira plus rien. Ok, comme vous voulez. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on avait récupéré les relevés téléphoniques de Samantha pour voir ses textos, ses appels et tous ses échanges. Et en épluchant ces messages, on a vu que Samantha leur avait envoyé des textos à tous les trois pour discuter du fait qu'ils allaient le tuer. Il planifiait ça depuis 3 jours. Je le tenais. Quand l'affaire a été présentée au procureur, Jonathan Sanford et José Pons ont passé un accord. 50 ans de réclusion chacun pour le kidnapping et le meurtre d'Ernest Ibarra. Au terme de son procès, Octavius Rimes a été condamné à 23 ans de réclusion pour kidnapping. Il a ensuite été condamné pour le meurtre d'Ernest Ibarra à 75 ans de prison. Et enfin, Samantha Woolford a été reconnue coupable de kidnapping avec circonstances aggravantes, puis du meurtre d'Ernest Ibarra. Et elle a été condamnée à 149 ans de prison. Ça va faire 30 ans que je fais ce métier et j'ai enquêté sur beaucoup d'affaires. Mais c'est sans doute l'une des plus difficiles que j'ai rencontrées. Je crois que Samantha voulait s'arranger pour qu'Ernie soit arrêté. Elle ne voulait plus de lui, elle voulait vivre sa vie sans lui. Mais elle s'est rendue compte qu'il ne resterait jamais assez longtemps en prison et elle a décidé de le tuer. Elle a dit à ses 3 complices qu'elle allait devenir une star d'Internet et gagner beaucoup d'argent. Elle leur a dit, tout ce que vous avez à faire, c'est vous débarrasser d'Ernie et vous pourrez venir vivre avec moi dans ma grande maison. On vivra tous ensemble, ce sera génial. Sauf que la justice s'en est mêlée et a fait capoter leur plan. Il me manque tous les jours. C'était quelqu'un de très drôle. Il riait tout le temps. La nuit en Californie. Elle glissait d'abord sur les palmiers, s'attardait un instant sur les clôtures basses. S'accroche aux fenêtres mal verrouillées, aux moustiquaires fatigués, aux porches encore tièdes de la chaleur du jour, dans les quartiers résidentiels de Los Angeles et de ses environs. À late 1984, on continue longtemps à vivre dehors. On arrose une pelouse qui a jauni trop vite. On fume une dernière cigarette sur le pas de la porte. On regarde la télévision avec les rideaux à moitié tirés. On laisse entre l'air parce que l'air de la nuit semble plus respirable que celui des maisons fermées. Il y a des chiens qui aboient au loin. Des autoradios qui passent en roulant. Le bourdonnement monotone des climatiseurs et entre deux rumeurs du voisinage, cette impression presque insolente de sécurité domestique. Ces vieux pactes silencieux que chacun croit avoir passé avec les murs de son propre foyer, on pense que le mal arrive à lui sur une route déserte au fond d'une ruelle. Dans des lieux déjà marqués par le désordre, on ne l'imagine pas pieds nus sur un tapis de salon. Dans l'ombre d'un couloir, à quelques mètres d'un lit où quelqu'un dort profondément. Et pourtant, dans cette Californie éclatante qui se vend encore comme un décor de lumière, quelque chose s'est déjà mis à ramper dans l'angle mort des maisons, quelque chose qui n'a pas de logique apparente.
Pas de territoire fixe, pas de type clair. Pas de rituel rassurant pour les enquêteurs ni pour les familles. Juste une présence. Un passage, une respiration mauvaise qui traverse la ville quand tout le monde baisse la garde. Au début, si n'est pas encore un nom. Si n'est même pas encore un visage, c'est une série de revers brutaux. De portes fracturées, de chambres devenues étrangères en quelques secondes. C'est la sensation qu'un inconnu a franchi la frontière la plus sacrée, celle qui sépare le monde de dehors du sommeil de dedans. Et c'est précisément celle qui va terroriser toute une région. L'idée que l'on puisse mourir là où l'on croyait être le plus à l'abri. Sans avoir eu le temps de comprendre pourquoi cette maison. Pourquoi cette nuit-là. Richard Ramirez n'entre pas d'abord dans l'histoire comme un homme. Il y entre comme une fissure, une anomalie dans le rythme ordinaire des banlieues. Un dérèglement, si brutal qu'il va forcer des milliers de gens à revoir chacun des lieux gestes du soir, vérifier la serrure. Puis la reverrouiller, serrer les rideaux, éteindre la lampe du porche, écouter. Revenir écouter encore. Demander au conjoint s'il a bien fermé la fenêtre de la cuisine. S'élever au moindre craquement de bois, regarder vers le couloir avec cette impression absurde qu'un simple regard pourrait suffire à tenir le danger à distance. Mais le danger, Louis, ne fait pas de bruit avant d'être déjà là. Il observe. Il guette. Il profite des failles minuscules. Une porte de garage mal tirée, une baie vitrée laissée entrouverte pour laisser entrer un peu d'air. Le foyer est un bastion. Avec Ramirez, si n'est pas seulement une série de crimes qui commence alors. Chaque fait divers supplémentaire n'ajoute pas simplement un drame à la liste. Il élargit le cercle de la peur. Une vieille femme qui vit seule. Un couple âge. Une personne endormie dans une chambre ou rien. La veille encore ne paraissait menaçante. Des quartiers différents, des profils qui ne se ressemblent pas. Aucune ligne nette à tracer, rien qui permette aux gens de se dire avec soulagement. Ce n'est pas notre monde, pas notre rue, pas notre génération, pas notre façon de vivre. C'est justement l'inverse. Tout le monde commence à se reconnaître dans la vulnérabilité des victimes. Les volets ferment trop tard, les stores mal baissés. La chaîne de la porte qu'on oublie, le sommeil lourd après une journée de travail. La confiance, tout simplement. Là où beaucoup de tueurs finissent par dessiner une géographie ou une préférence. Lui semble semer le chaos comme on jette une poignée de verre sur un carrelage propre. Rien n'est cohérent, donc tout le monde se sent potentiellement concerné. Dans une société saturée d'images, d'informations locales, de journaux télévisés qui répètent les détails avec des visages graves, la peur prend une forme presque palpable. Elle passe par les conversations entre voisins, les virus, les armées, les systèmes d'alarme rudimentaires, par les parents qui vérifient les chambres de leurs enfants une fois de plus avant d'aller se coucher. Par ces rues résidentielles où l'on commence à laisser la lumière du porche allumée toute la nuit. Comme si quelques watts pouvaient faire reculer une volonté aussi noire, le futur Night Stalker. Avant même d'être capturé, fabrique déjà son propre mythe de prédateur nocturne. Et ce mythe n'est pas seulement de la violence de ses actes, mais de leur nature même. Il vole aux gens leur dernier refuge mental. Il ne s'attaque pas uniquement à des corps. Il s'attaque au sommeil, à la maison, à l'idée que le lit protégé, quand cette idée-là se brise. Il ne reste plus beaucoup de certitudes dans certaines maisons. On dort désormais avec un téléphone serré tout contre soi, dans d'autres. On laisse une batte derrière la porte de la chambre. Des couples qui n'avaient jamais pensé s'armer échangeant des regards embarrassés au rayon sécurité d'un magasin. Des personnes âgées qui jusque-là avaient traversé les années avec une discipline tranquille découvrent la fatigue nerveuse des nuits fractionnées, les rideaux bougeant un pied sous un courant d'air.
Et le corps s'emballe, une chatte heurte une poubelle au dehors. Une branche gratte contre une vitre, et l'imagination finit le travail. Qu'est-ce que c'est là? Peut-être. Les premiers vrais visages de l'affaire Ramirez. Pas encore le dossier judiciaire. Pas encore les archives. Pas encore la photographie du suspect diffusée dans toute la région. Mais cette maladie diffuse du repos. Des milliers de gens couches. Les yeux ouverts dans le noir, qui découvrent qu'ils ne savent plus écouter la nuit sans y entendre une menace. Et pendant ces temps, lui continue d'avancer à travers cette ville immense comme s'il exploitait précisément ce que la vie moderne a de plus contradictoire. La promiscuité et l'isolement. Los Angeles est vaste. Éclaté, traversé par des autoroutes. Faillite de poches de richesse, de zones modestes, de banlieues qui se ressemblent à ces porcons inconnus fondés, mais assez différentes pour que la police peine relier rapidement tous les fragments du cauchemar. On peut disparaître dans le paysage urbain, devenir un passant de plus. Un visage de plus sous une casquette ou dans un bus, puis réapparaître à l'heure. Au bout d'une autre rue bordée de lauriers, roses, devant une autre maison où quelqu'un s'endort en croyant la nuit banale. La banalité. Chaque détail ordinaire se charge d'une tension nouvelle. Une chaussure oubliée près d'un lit n'est plus un objet neutre. Une porte intérieure entrouverte peut devenir. Dans le souvenir des survivants et dans l'imagination des lecteurs de journaux, l'image même de l'intrusion. Et bientôt, le surnom apparaît. Terrible dance on efficacite, les Night Stalker. Le rôdeur nocturne, ce n'est pas un nom d'homme. C'est presque un rôle, une silhouette sans génie expression. Quelque chose qui semble sorti d'un cauchemar collectif, plus que d'un registre d'état civil, le surnom amplifie tout. Il colle au personnage une dimension presque surnaturelle, alors qu'en réalité il est un homme bien réel. Sale, mobile. Opportuniste, capable d'une brutalité froide et d'une audace qui tient autant de l'impulsion que du sentiment de toute puissance. Mais pour le public, pour les habitants qui allument leur poster de télévision le soir. Sinon m'agite comme une condensation de la peur. On ne dit plus seulement qu'un tueur s'évite. On dit que la nuit elle-même a pris des jambes, que quelque chose marche entre les maisons. L'affaire dépasse alors la chronique criminelle pour devenir une atmosphère. On la respire dans les supermarchés, dans les bureaux ou les collègues, commentant le dernier crime avec une voix plus basse que d'habitude. Même ceux qui prétendent ne pas suivre les faits divers connaissant les grandes lignes. Même ceux qui se croyant loin du danger finissant par jeter une ouïe à leur porte arrière avant de se coucher. C'est toute la force obscure de cette série d'attaques. Elle ne laisse à personne le confort de la distance dans l'espace public. La Californie continue de jouer son rôle de terre solaire, dynamique, cinématographique, les voitures brillantes. Les plages existent toujours, les couchers de soleil peignant les façades en orange. Mais derrière les murs, l'obscurité reprend ses droits. Et avec elle une question qui travaille toutes les consciences. À quoi servent les murs? Si un homme peut les traverser comme des décors. Les victimes de Ramirez ne sont pas seulement choisies pour ce qu'elles sont. Elles semblent souvent choisies pour ce qu'elles représentent malgré elles. La routine, le relâchement du soir. Le sentiment d'avoir mérite le repos. Elle s'engouffre dans les interstices de cette confiance avec une facilité qui scandalise autant qu'elle terrifie. Et l'on comprend peu à peu que cette affaire va marquer durablement les esprits non seulement par le nombre de morts, non seulement par l'horreur des agressions, mais parce qu'elle impose à des gens ordinaires une idée insupportable. La maison peut devenir le théâtre du pire sans ciné avant-coureur. Sans récit préparatoire, sans logique visible. C'est ces vertiges-là qui s'installaient au cœur de la Californie entre 1984 et 1985. Un vertige si profond qu'il semble modifier la texture même des nuits. Il y a désormais, sur certaines tables de chevet,
des lampes qu'on éteint place complètement, des radios qu'on laisse allumées à basse volume pour ne pas se sentir seul dans le silence. Des couples qui parlent, plus longtemps avant de dormir parce qu'éteindre la dernière lumière est devenu un acte lourd, presque cérémonial. Il y a des voisins qui apprennent soudain les prénoms les uns des autres, non pas convivialité retrouvée. Mais il n'y a pas besoin de surveillance mutuelle. Il y a des mères qui ferment la fenêtre d'une chambre d'enfant avec un soin qu'elles n'avaient jamais éprouvé auparavant. En retenant sans le dire l'image des titres de presse, il y a cette fatigue nouvelle des populations qui vivent dans l'attente du prochain drame. Comme si la nuit n'était plus une pause entre deux journées, mais une zone hostile qu'il faut traverser sans être choisi. Et pendant que la peur se répand, Richard Ramirez. Louis reste encore une silhouette dispersée dans les témoignages. Un puzzle dont certaines pièces se contredisent, un homme qui n'est pas encore pris tout son poète. Mais dans l'ombre, déjà, se tire sur les chambres et les couloirs. On ne sait pas encore. Au fil de cette histoire, jusqu'où ira la liste? On ne sait pas encore combien de familles seront marquées à jamais, combien de survivants porteront en eux cette seconde précise où le monde bascule. On ne sait pas encore que la Californie entière finira par reconnaître son visage, ni que son arrestation tiendra aussi à la fureur civique des citoyens qui auront le sentiment d'avoir. Ils aussi été personnellement visés par ces nuits. Pour l'instant, il n'y a que cette avancée progressive de l'effort. Cette sensation qu'un homme profite des yeux aux les rues évidentes et aux les respirations, se ralentissant pour franchir la frontière ultime. Il n'arrive pas avec l'éclat d'un monstre de cinéma. Il arrive avec la discrétion d'une poignée tournée lentement, avec la patience d'un prédateur qui sait que la plupart des vies humaines sont bâties sur des habitudes fragiles. Avec la certitude claquante que derrière chaque rideau fermé, il y a toujours quelqu'un qui finit par dormir. Et c'est dans cette certitude, dans cet usage méthodique de la vulnérabilité la plus universelle, que commence vraiment l'histoire du Night Stalker, non pas seulement avec un homme qui tue, mais avec une région entière qui découvre, nuit après nuit, que l'obscurité n'est pas un simple décor, elle est devenue un passage, un territoire occupé, une menace qui a appris à entrer chez vous. La Californie du milieu des années 1980 donnait au monde une image presque insolente d'énergie, de soleil et de mouvement. Vue de loin, elle ressemblait à une promesse permanente. Les palmiers dessinaient leurs ombres fines sur les trottoirs clairs, les autoroutes déroulaient leurs rubans de béton sous une lumière crue. Les maisons basses s'alignaient derrière des pèlerins modestes ou derrière des haies soigneusement taillées, et l'on pouvait croire, en regardant cette surface brillante, que tout y était plus simple qu'ailleurs, plus rapide, plus ouverte, presque plus heureux à Los Angeles et dans les villes voisines. Les journées semblaient s'étirer dans une clarté sans fin. On partait tôt, on roulait longtemps, on vivait avec les fenêtres entrouvertes. On laissait parfois la porte du jardin déverrouillée jusqu'au soir, comme si le climat lui-même encourageait une forme de relâchement. La chaleur, la poussière, l'habitude des nuits tièdes finissaient par installer une confiance particulière dans les maisons. On pensait connaître son quartier. Ces bruits, ces silhouettes familières, ces chiens qui aboyaient toujours aux mêmes heures, ces voitures stationnées au même endroit. Il existait une routine très américaine dans ces zones résidentielles, une routine faite de détails minuscules mais rassurants. Les journaux déposés tous les matins sur le perron, les poubelles sorties le bonjour. La lumière de la cuisine encore allumée chez les voisins, les rideaux qui se ferment. Les téléviseurs dont les reflets bleus glissant sur les salons à la tombée de la nuit, c'était une vie ordinaire. Avec ses soucis, ses fatigues, ses factures, ses disputes domestiques. Mais une vie ténue débute par une idée simple et presque sacrée, une fois rentré chez soi.
en état sans sortir du danger, le foyer n'était pas seulement un lieu. Qu'était une frontière morale? Des horreurs. Le monde pouvait être imprévisible, brutal, immense, dense. On devait pouvoir respirer autrement. C'est précisément cette frontière laquelle l'affaire Richard Ramirez allait pulvériser avant que son nom ne se figure dans la mémoire collective, avant que les journaux ne le transforment en figure d'épouvante. Le terrain était déjà prêt à recevoir la peur. La Californie n'était pas qu'un décor de cartes postales. Sous la lumière vive, il y avait aussi l'étendue, l'anonymat, les fractures sociales, les foules qui n'empêchent pas la solitude, les kilomètres de routes qui relient des mondes voisins mestres différents. Les quartiers modestes et les zones places assises, les personnes âgées vivant seules, les couples rentrés, les familles dispersées, les travailleurs de nuit, les logements sous l'envieilli derrière une simple porte de bois. Los Angeles, surtout, avait cette particularité troublante d'être à la fois une ville et une constellation. Elle s'étalait au lieu de se concentrer. Elle mêlait des vies qui ne se croisaient jamais vraiment. On pouvait habiter à quelques kilomètres seulement d'un autre quartier et avoir le sentiment de vivre dans une autre réalité. Cette géographie avait quelque chose de déroutant pour les habitants eux-mêmes, et plus encore pour ceux qui cherchaient à comprendre une menace qui se déplaçait sans logique apparente. À l'époque, on suivait encore les affaires criminelles par les journaux télévisés du soir, par les éditions locales, par les conversations au bureau, dans les supérettes, sur les parkings, chez le coiffeur, à l'église, au téléphone. Les détails voyageaient vite. Mais ils arrivaient souvent découpés, fragmentaires. Charges de motion. Une vieille femme agressée dans son sommeil. Un couple frappé dans sa maison. Une autre attaque. Alias contre d'autres victimes qui ne semblaient pas appartenir au même monde. Il n'y avait pas de schéma clair auquel s'accrocher. Quand une société ne trouve pas de schéma, elle invente des peurs plus vastes encore. Le contexte de cette affaire, c'est donc d'abord cela. Une époque est un lieu où la violence ne se contente pas d'exister. Mais où elle commence à paraître mobile, irrationnelle, impossible à contenir dans une seule catégorie. Les habitants ont besoin d'ordre pour continuer à vivre. Ils ont besoin de croire que certains crimes visent certains milieux, certaines habitudes, certains risques identifiables, que les gens prudents peuvent se dire en silence qu'ils n'auraient pas commis cette erreur-là. Qu'ils ne fréquentent pas cet endroit-là, qu'ils ne sortent pas à cette heure-là. Or, avec Ramirez, cette consolation s'effondrait, le contexte psychologique de la Californie au moment où il se vit dans cette impossibilité de se distinguer des victimes. Il ne s'agit plus d'un danger qu'on peut repousser vers les marges. Il s'agit d'un homme qui entre la nuit dans des maisons. Si simple fait contient déjà quelque chose de presque insoutenable, parce qu'il attaque le dernier espace où les gens s'autorisent à baisser les épaules, les personnes âgées portant dans ces quartiers une vulnérabilité discrète. Beaucoup avaient travaillé toute leur vie pour acheter cette maison sans luxe, cette maison où chaque meuble racontait un effort, une économie, une fidélité à une routine patiente. Les tapis étaient usés à l'endroit des passagers habituels. Les cadres photos s'alignaient sur un buffet. Le carrelage gardait la fraîcheur du soir. La télévision restait allumée un peu tard parce que le silence passait davantage avec l'âge. Sans imaginer un instant qu'ils puissent un jour devenir les personnages d'un fait divers atroce dans ces maisons. La nuit n'avait rien d'aventureux. Elle était réglée. Lente, presque cérémonielle. On fermait les volets, on vérifiait la porte. On posait ses lunettes sur la table de nuit. On glissait un verre d'eau à portée de main. On se couchait avec la certitude de retrouver le même plafond au réveil. C'est cette certitude que le futur Night Stalker allait retourner contre ses victimes.
Le contexte, c'est aussi l'usure d'une société très exposée aux images de violences masculines d'un espace pour autant protégé. Plus les gens entendent parler de crimes, plus ils essayent de mettre de la distance entre eux et l'horreur. Ils disent que cela arrive à des inconnus. Ils disent qu'il faut être prudent. Ils disent qu'il faut éviter certains lieux. Mais que faire quand le lieu dangereux devient la chambre elle-même? Quand la scène de l'attaque n'est pas un espace public mais l'endroit le plus intime d'une vie à ce moment-là. Les conseils de prudence prennent un ton presque absurde. Fermez vos portes. Vérifiez vos fenêtres. N'ouvrez pas aux inconnus. Oui, bien sûr. Mais comment se défendre contre quelqu'un qui choisit précisément le moment où vous ne pouvez plus penser, plus surveiller, plus anticiper, le moment où le corps a déjà renoncé vers eux. Cette impuissance progressive a nourri une véritable panique régionale dans certaines rues. Les voisins ont commencé à se téléphoner davantage, dans d'autres. On a installé des lumières supplémentaires, des verrous, des chiens, des alarmes rudimentaires. Des gens qui n'avaient jamais possédé d'âme ont un visage d'un acteur uni. Les quincailleries n'étaient plus seulement des magasins pratiques, elles devenaient. Pendant quelques semaines, des lieux où l'on essayait d'acheter un peu de contrôle. On y venait non pour bricoler, mais pour renforcer. Renforcer la porte arrière, renforcer la baie vitrée. Renforcer l'idée fragile qui est du métal, des vis. Un système de fermeture pour rien suffire à tenir dehors une volonté meurtrière. Dans les foyers. Le sommeil lui-même changeait de nature. Il n'était plus une détente mais une négociation. On s'écoutait plus tard, on écoutait davantage. On prêtait à chaque bruit une importance nouvelle. Le craquement naturel d'une maison qui travaille avec la fraîcheur de la nuit devenait suspect. Une ombre derrière le rideau pouvait suffire à faire battre le cœur jusqu'à la gorge. Le contexte émotionnel de l'affaire Ramirez se trouve là. Dans cette transformation de sensations ordinaires, la nuit californienne, que jusqu'elle a évoqué la douceur, l'air tiède, le bourdonnement des insectes, l'espagnol lointain sous la chaussée. Le soufflet du ventilateur se charge soudain d'une densité hostile. Les gens en entendant plus la même chose, ils n'interprètent plus les mêmes silences. Ils ne regardent plus leur couloir de la même manière en éteignant la dernière lumière. Quant à Richard Ramirez lui-même, avant même d'être capturé, il s'inscrivait dans ce contexte comme une présence particulièrement dérangeante parce qu'il ne correspondait pas au portrait rassurant du danger bien identifié. Il ne frappait pas une seule catégorie de victimes, ne restait pas confiné dans un seul quartier, ne semblait pas obéir à une logique qui aurait permis aux habitants de se dire « il chasse là ». Donc nous sommes ici. Ce caractère éclaté est fondamental pour comprendre l'onde de choc. Une société peut apprendre à contourner un risque localisé. Elle ne sait pas vivre avec un risque errant. Chaque nouveau crime semblait effacer les hypothèses construites à la hâte après le précédent. Chaque signe violent venait de mettre l'illusion qu'un profil type des victimes finirait par émerger. Le résultat, c'était une pieuse sans clôture. Elle n'avait ni centre ni périphérie. Elle pouvait, in imagination, pousser n'importe quelle portée. Les médias ont joué un rôle majeur dans cette montée de l'angoisse, non parce qu'ils inventaient les faits, mais parce que leur répétition quotidienne leur donnait une forme presque atmosphérique. Le visage du suspect n'était pas encore fixe dans l'esprit de tous. Mais sa silhouette mentale existait déjà. On parlait d'un homme qui rôdait, d'un homme qui observait, d'un homme qui entrait quand la ville dormait. Le surnom de Night Stalker allait, plus tard résumé, s'acclimatant de modes d'une redoutable efficacité. Il transformait un criminel en présence nocturne. Presque en fonction. Si n'était plus seulement Richard Ramirez. C'était celui qui marchait dans la nuit, celui qui longeait les maisons, celui qui atteint que les respirations ralentissantes. Ce type de surnom ne se contentait pas de décrire,
il agrandit. Il donne au public le sentiment que le mal circule plus largement que le corps d'un seul homme, et dans les banlieues de Californie, où les habitations se ressemblent parfois assez pour favoriser l'identification. L'effet est dévastateur. Chacun peut regarder sa propre maisonnette et projeter la scène possible. Une baie vitrée côté jardin. Une porte de garage rarement vérifiée. Une chambre au rez-de-chaussée. Des parents âgés qui vivent seuls. Une tante. Une voisine. Un couple de retraite ça dure ici. L'affaire devient alors plus qu'une chronique criminelle. Elle devient un miroir tendu à toutes les fragilités domestiques. Si le contexte social et émotionnel explique aussi pourquoi l'arrestation de Ramirez, plus tard, prendra une dimension quasi civique, presque collective. Quand des citoyens les reconnaîtront, ce ne sera pas seulement la réaction face à une fugitive. Si sera aussi l'explosion d'une peur accumulée, la réponse d'une population qui aura vécu des mois avec le sentiment d'être traquée depuis l'intérieur même de ses habitudes. Mais à ce stade du récit, le plus important n'est pas encore la chute. C'est l'installation du décor mental dans lequel elle deviendra possible, et ce décor est fait de choses simples. Des choses presque banales, que cette affaire va contaminer les unes après les autres. Les fenêtres entrouvertes pour laisser passer l'air, les stores à demi-tires. Les couloirs plongent dans la pénombre, les pantoufles laissées au bord du lit. Les cuisines silencieuses après minuit, les jardins arrière-coin ne regardent plus une fois les lumières éteintes. Les clés posées dans une coupelle, les chiens trop vieux pour alerter long termes. Les couples qui se promettent distraitement de mieux fermer demain, tout cela compose le contexte réel du Night Stalker. Pas seulement une Californie géographique, mais une Californie sensorielle. Une région entière vivant dans l'entre-deux de la chaleur et de l'ombre, du confort et de l'angoisse. De la routine et de l'intrusion possible, c'est là qu'il faut placer Richard Ramirez avant même de le suivre dans ses crimes. Dans un monde où l'on croyait encore que la nuit appartenait au repos, où le foyer gardait une autorité presque sacrée, et où l'aide même qu'on ne puisse choisir au hasard des maisons endormies suffisait déjà à fissurer les nerfs de millions de gens, le contexte. Enfin, c'est la violence invisible de ce basculement collectif. Parce qu'une fois qu'une population a commencé à regarder ses serrures autrement, rien ne revient tout à fait à l'état antérieur. Même avant le dernier crime, même avant l'arrestation. Même avant les procès et les gros titres définitifs, quelque chose est déjà abîmé. Une confiance quotidienne, modeste. Presque animale, celle de poser sa tête sur une oreille en croyant que le monde restera de l'autre côté des murs. Avec Richard Ramirez, cette confiance va se déliter nuit après nuit. Maison après maison, jusqu'à faire de toute une région non seulement le théâtre de crimes, mais le lieu d'une expérience collective de vulnérabilité. C'est ce climat-là qui prépare la suite. C'est sur ces fonds de lumière californienne et de terreur domestique que le drame va se déployer, avant les noms des victimes, avant les scènes de crimes détaillées, avant les indices et les poursuites. Il y a cette vérité plus large et plus sombre, une société entière comprise. Trop tard, qu'un foyer n'est jamais qu'un refuge humain. Et qu'il suffit parfois d'un seul homme pour apprendre des milliers d'autres à craindre leurs propres nuits, si qui reste. Chez une victime qui a survécu à une nuit comme celle-là, n'est-ce jamais une histoire racontée proprement du début à la fin? Si ils ne sont pas des souvenirs rangés comme des dossiers, si ils sont des éclats. Une sensation avant une image, un bruit avant un mot. Une odeur avant un visage, pendant long temps. Elle ne dira pas d'abord qu'un homme est entré chez elle. Elle dira peut-être autre chose. Elle dira qu'elle s'est révélée avec l'impression absurde que quelque chose avait changé dans l'air, que la maison n'avait plus la même respiration. Que le silence, tout à coup, n'était plus le silence normal de la nuit, mais une matière plus lourde. Plus attentive, comme si quelqu'un l'écoutait déjà de l'autre côté de son propre sommeil,
dans les jours qui suivent, quand les policiers posent des questions. Quand la famille essaie de comprendre, quand les journalistes cherchent des phrases simples à imprimer dans les colonnes, il manque toujours l'essentiel, les basculements. C'était ce qu'on est impossible à expliquer où le corps comprend le danger avant l'esprit, avant même d'ouvrir complètement les yeux. Avant même de distinguer une famille, il y a quelques certitudes animales. Primitive, si n'est quelle donne la nausée. Quelqu'un est là, quelqu'un ne devrait pas être là. Le témoignage d'une victime du Night Stalker, si on le regarde avec honnêteté, ne commence donc pas au moment où elle voit Richard Ramirez, il commence bien avant. Dans une vie qui ressemblait à toutes les autres, précisément pour montrer ce qu'il est de truth. La journée avait été ordinaire, tellement ordinaire que c'est presque offensant rétrospectivement. Il y avait eu des gestes simples, des heures creuses. Peut-être un dîner léger, une coupe de téléphone. Les informations à la télévision, le cliquetis d'une vaisselle lavée sans y penser. Peut-être une fenêtre laissée entrouverte parce que la chaleur pesait encore contre les murs. Peut-être cette phrase banale que l'on dit tous un soir ou l'autre. Je ferme que place tard. Peut-être une lumière du salon restée allumée quelques minutes de trop. Comme un dernier morceau de compagnie avant la nuit, dans les souvenirs d'après. Chaque détail ordinaire devient suspect, comme si la victime fouillait son passé immédiat avec un besoin féroce de trouver la faille. Est-ce que taille la porte arrière, la fenêtre près de la cuisine? Le verrou qu'on croyait avoir tourné jusqu'au bout, est-ce qu'il regardait déjà depuis l'extérieur pendant qu'on vivait encore normalement à l'intérieur? Est-ce qu'il avait observé la maison avant? Combien de temps? À quelle distance? La victime ne possédait presque jamais ces réponses. Et c'est ce qu'elle a aussi, le traumatisme. Comprendre que l'on a été approché en silence, et tout dit peut-être. Choisi peut-être, sans que rien dans le rythme de la soirée n'aille sonner l'alarme. Au cœur de la nuit, il y a d'abord le réveil. Pas toujours brutal, parfois c'est un demi-réveil. Cette remontée lente vers la conscience où l'on croit d'abord à un réveil mal placé, un bruit de pas si léger qu'il pourrait n'être qu'une maison qui travaille. Un déplacement d'air ou un craquement du plancher. Et puis cette immobilité immédiate, presque honteuse, du corps qui n'ose pas bouger parce qu'il sent déjà que bouger le rendrait visible, la chambre. À cette heure-là, n'est-ce pas la chambre du jour? Les meubles ne protégeant place, ils découpent des ombres. Les rideaux ne décorant place, ils les cachent. La porte n'est plus un objet neutre, elle devient une frontière soudain mince. Dérisoire, presque insultante dans sa faiblesse. Quand la victime raconte, elle revient souvent à la lumière. Pas parce qu'elle éclaire tout, mais justement parce qu'elle n'éclaire pas assez. Une lueur venue du dehors, un reflet de lampadaire filtre à travers un store. Une bande pâle sur le sol. C'est dans cette pénombre incomplète que l'intrus prend d'abord forme. Pas encore un homme entier, d'abord une masse. Une découpe, une présence verticale là où il ne devrait y avoir que du vide. Le cerveau refuse un instant, il essaie encore de traduire autrement. Un manteau, une chaise. Un rêve, puis la réalité se referme d'un coup. Comme un piège qui claque, il y a quelqu'un dans la chambre. À partir de là, le témoignage devient souvent plus fragmenté. Non parce que la victime est mente, mais parce que la peur réorganise la mémoire en blocs intensites. Elle se souvient du regard sans pouvoir jurer de la couleur exacte, elle se souvient de la main. De sa position, de l'objet qu'elle tenait. Elle se souvient de la voix peut-être, de son grain plus que des phrases. D'un ton bassou brusque, d'un ordre. D'une menace, du fait insupportable qu'un inconnu parlait dans la chambre comme s'il en avait le droit. Les secondes s'étirant alors d'une manière monstrueuse. Ceux qui n'ont jamais vécu cela imaginent souvent l'attaque comme une séquence rapide.
presque cinématographique, la victime. Elle décrira autre chose. Une distorsion. Le temps qui se ralentit assez pour que mille pensées se percutent dans une seule inspiration. Est-ce que j'écris? Est-ce que je m'étais? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Est-ce qu'il va partir s'il prend ce qu'il veut? Est-ce qu'il va me tuer de toute façon? Est-ce que le voisin peut entendre? Où est le téléphone? Où est l'autre personne? Est-ce qu'il dort encore? Est-ce qu'il est déjà morte? Une part de l'esprit continue de raisonner dérisoirement. Même dans la terreur la plus nue, c'est peut-être qu'elle qui frappait le plus dans les récits de survivance. Les lucidites brisées mais tenaces, ils sont purs. Oui, une pure si total qu'elle semble enlever l'air de la pièce. Et pourtant ils continuent à observer une chaussure. Une odeur de sueur, de nuit celle. De poussière rapportée de dehors, la manière dont le homme se tient. Son assurance, son absence totale d'hésitation une fois à l'intérieur. Si il n'y est pas seulement la violence qui marque, si c'est la profanation de la normalité. La victime voit son propre espace devenir étranger sous le simple effet de cette présence. Le lit n'est plus un refuge. La table de nuit n'est plus un meuble familier. La couverture n'est plus un tissu domestique mais quelque chose qui gêne. Qui entrave, qui rappelle soudain à quel point on est vulnérable au moment précis où l'on croyait se reposer. Dans les témoignages, il y a souvent un détail minuscule qui prend une place immense. Un ventilateur qui tourne encore, un verre d'eau renversé, une porte restée entrouverte, une photo de famille aperçue dans la pénombre. Ces objets deviennent, après scoop, presque obscènes, parce qu'ils appartiennent au monde d'avant et qu'ils assistent pourtant au moment où ce monde s'effondre. La victime se souvient aussi de son propre corps d'une manière inhabituelle, du froid ou de la chaleur, des jambes qui refusent d'obéir, de la gorge sèche, du cœur si violent qu'il semble faire du bruit, de cette impression très particulière que la peau entière s'est transformée en organe d'alerte. Chaque centimètre du corps écoute, chaque nerf guette. Il ne s'agit plus de dignité, ni même de courage au sens habituel. Il s'agit de survivre à la présence immédiate de quelqu'un qui a introduit la mort dans une pièce ordinaire. Et pourtant, dans ce chaos, elle arrive qu'une victime remarque des choses presque intimes chez son agresseur. Non par proximité voulue, mais parce que la survie force regarde. Les yeux, la bouche. Les dents, le rythme de sa respiration. La salette sous les ongles, le désordre des cheveux. Quelque chose de jeune et de vieux à la fois dans le visage, une maigreur, une tension, une manière de bouger qui dit qu'il n'est pas seulement entré pour voler. C'est souvent là que les témoignages se fissurent à nouveau, parce qu'une victime sent parfois avant de le comprendre pleinement que le homme en face d'elle n'est pas gouverné par une logique simple. Il ne ressemble pas au cambrioleur abstrait des conseils de prévention, il est plus imprévisible. Plus habite par quelque chose de sombre et d'instable, cette perception-là n'arrive pas forcément sous forme de mots sur le moment. Elle laisse plutôt une trace interne. On comprend qu'on n'est pas face à une transaction criminelle, mais face à une volonté qui se nourrit de domination, de peur, de la sensation même de tenir une vie sous sa main. Alors le témoignage devient aussi celui de la honte et de l'impuissance. Deux poisons qui collent aux survivants bien après la fin de la scène. La victime peut se reprocher d'avoir obéi, d'être restée muette, d'avoir tremblé, d'avoir pensé d'abord à elle-même, d'avoir survécu quand une autre personne dans la maison n'a peut-être pas survécu. Les jours suivants, elle dira parfois des phrases coupantes, presque sèches, comme si l'émotion ne pouvait sortir qu'à travers la précision. J'ai entendu du bruit, j'ai vu une silhouette. Il s'est approché, il m'a parlé. J'ai cru que j'allais mourir, mais derrière cette sécheresse,
Il y a un ocean de sensations qui ne trouvons pas immédiatement leur langue. Il y a surtout cette fracture métaphysique. Si l'on ose dire, qui vient après. Le matin se lève pourtant, c'est ce qu'elle a aussi qui semble irréel. Le jour revient sur une maison où la nuit a laissé une contamination invisible. La cuisine existe encore. Les rideaux sont toujours là. Les oiseaux recommencent. Les voisins sortent leurs poubelles. Il y a peut-être le bruit longtemps d'un moteur. Une radio au loin, la banalité obscène du monde qui continue. Et au milieu de cela, la victime se tient dans un état que les autres peinent à mesurer. Elle n'est pas seulement placée, elle a été placée hors de l'idée ordinaire de la réalité. Elle regarde sa propre chambre comme un lieu de scène de crime. Elle voit des policiers toucher des choses cruelles, toucher chaque jour sans y penser. Elle voit des traces là-haut, la veille encore. Il n'y avait que des habitudes, les enquêteurs demandant de reprendre calmement. Comment c'est possible? Madame, comment? Monsieur, reprenez depuis le début. Mais il n'y a plus de début simple, le début. C'était une nuit normale, le début. C'était la confiance, le début. C'était croire que la maison faisait grande, le témoignage. Ainsi stayed, n'est-ce pas seulement un outil judiciaire? C'est un effort presque impossible pour reconstruire minute par minute le moment où le monde privé a été violé. Certaines victimes s'accrochant à la précision comme à une planche de salut. Elles décrivant l'angle de la porte, la hauteur de la silhouette. Le côté du lit où elle est dormant, la sensation du drap. Le bruit exact du premier pas. D'autres parlent par vagues. Reviennent en arrière, s'arrêtant au milieu d'une phrase. Cherchant de l'air, se perdant dans un détail apparemment absurde parce que ce détail est le seul point encore net dans les brouillards du traumatisme. La famille, elle. Écoutez avec une douleur impuissante. On voudrait entourer la victime de couvertures. De the shot, de mots simples. Mais rien de cela n'atteint l'endroit où la blessure s'est logée, si que l'intrus abrise n'est pas seulement la sécurité physique. Il a touché à quelque chose de plus profond, la relation entre le corps endormi et le lieu qui l'abrite. Pendant des semaines, des mois, parfois des années, cette relation ne redevient jamais naturelle. Le couloir garde une menace, la fenêtre garde une question. La nuit garde une mémoire. Une victime qui a survécu à Ramirez ne témoigne donc pas seulement contre un homme. Elle le témoigne contre une heure, contre une sensation. Contre la possibilité même du repos devenu suspect. Elle peut changer de maison et pourtant émener la peur avec elle. Elle peut déménager, ajouter des serrures, laisser des lampes allumées, adopter un chien, apprendre à vérifier 3 fois chaque verrou et sentir malgré tout quoi au moment où les lumières s'éteignent. L'ancien vertige revient par-dessous. Certains survivants redoutent moins le noir que l'instant juste avant le sommeil. Cet instant de reddition biologique où l'on doit accepter de ne plus surveiller. D'autres sursautent au moindre bruit et haïssent ensuite leur propre sursaut. D'autres encore se regardant dans le miroir et y découvrant un visage qu'ils ne reconnaissent pas tout à fait, un visage plastifié. Comme si la nuit avait avance brutalement l'âge intérieur. C'est peut être là que le témoignage de la victime prend toute sa force narrative et humaine. Il ne s'agit pas uniquement de rapporter un crime. Il s'agit de montrer ce qu'un tel crime laisse derrière lui quand les journaux en tournent la page. La victime parlait avec sa voix, mais aussi avec ses gestes divines prudence. Avec son regard qui revient vers les fenêtres, avec sa fatigue. Avec la manière dont elle s'assied désormais près de sortir, avec son besoin de vérifier ce que personne d'autre ne vérifie plus. Elle racontait peut-être le homme entre dans la nuit, mais si qu'elle décrit vraiment. Au fond, c'est la destruction d'une innocence domestique. Avant, la maison était une coquille. Après, elle devient un lieu qu'il faut négocier.
Avant un bruit nocturne était un bruit nocturne. Après, chaque bruit demande une interprétation urgente. Avant, dormir relevé du corps. Après, dormir devient une décision. Et si l'on veut comprendre pourquoi l'affaire Richard Ramirez a autant terrorisé la Californie, il faut écouter cela. Pas seulement les faits bruts, pas seulement les comptes rendus policiers, pas seulement le nombre des victimes. Il faut écouter ce que dit une personne qui s'est révélée en croyant encore vivre dans son monde habituel et qui a compris en une seconde que ce monde n'existait plus. Dans cette seconde, tout est déjà là. L'intrusion, la peur, l'humiliation, le hasard, l'absurdité et cette vérité glaçante qui poursuivra les survivants bien après la fin des sirènes et des interrogatoires. Un homme a franchi une porte, mais dans l'esprit de la victime. Ce n'est pas seulement une porte qu'il a franchie, c'est la frontière entre le dehors menacant et le dedans protégé. Une fois cette frontière détruite, la vie continue. Oui, mais elle continue autrement. Et c'est cette voie-là, Cassie. Précise, parfois haletante, parfois presque trop calme, qui donne à cette affaire son poids le plus intime. Le témoignage de la victime n'est pas un simple passage du récit, c'est l'endroit où l'horreur cesse d'être une légende criminelle pour redevenir ce qu'elle a toujours été. Un corps révélé dans la nuit, une maison profanée. Est un être humain qui comprend, dans un noir à peine traverse de lumière, que le mal vient d'entrer chez lui, l'incident. Dans une affaire comme celle de Richard Ramirez, ne peut pas être racontée comme un seul moment net. Isolé, proprement enfermé entre un avant paisible et un après judiciaire. Il ressemblait plutôt à une déchirure qui commence dans le tissu ordinaire d'une nuit et qui, en quelques minutes, transforme une maison en territoire hostile, tout se joue dans ce passage invisible. Presque impossible à saisir tant qu'il n'a pas eu lieu. Une rue tranquille, une heure tardive, une façade banale, un portail, une allée, une fenêtre, parfois une porte mal sécurisée, parfois une faiblesse place une faille encore. Cette petite négligence humaine qui n'a rien d'extraordinaire et qui déviante. Entre les mains d'un prédateur, l'ouverture parfaite. On imagine souvent la violence comme un surgissement bruyant, comme une éruption théâtrale. Mais chez Ramirez, ce qui glace d'abord, c'est l'économie du geste. L'approche est discrète. Le quartier dort. Les maisons ont déjà fermé leur lieu de lumière. Une garden coin seul, une lampe basse dans une cuisine. Un halo bleu au fond d'un salon où la télévision s'espère être éteinte trop tard. L'air est tiède. Les arbres remuent à peine. Au loin, on entend parfois une voiture passer, mais elle ne fait que traverser. Indifference, sans savoir quoi quelques rues de là. Quelqu'un est déjà en train de choisir un point d'entrée dans une vie étrangère. C'est ce qu'elle a. L'incident au commencement, non pas encore l'attaque. Mais l'instant où le foyer cesse d'être un refuge ciel et devient une cible observée, derrière les murs. Les habitants dorment au somnolent. Ils ont eu leur journée. Leurs habitudes, leurs fatigues, leurs petites phrases devant le sommeil. Ils s'en posent des lunettes sur une table de nuit. Laissent un verre d'eau près du lit, replient une couverture à moitié. Ils ont peut-être vérifié la serrure sans y penser vraiment, comme un geste appris. Mécanique, assez ancien pour ne plus contenir d'angoisse. Et dehors, dans la nuit. Un homme s'avance avec autre chose qu'une simple intention de volume. Il apporte avec lui cette volonté trouble. Cette violence instable qui ne s'arrête pas à l'objet, qui veut entrer plus loin. Plus profondément, jusque dans la chair de l'intimité. L'incident commence donc avant que quiconque ne se révèle. Il commence dans le silence des pas. Dans la patience du repérage. Dans ce lien monstrueux entre l'obscurité extérieure et la vulnérabilité intérieure,
Il suffit ensuite d'un bruit minuscule, un frottement, un cliquetis à peine audible, le craquement très léger d'une planche sous un poids mal contenu. Et ce qui dorme dans l'innocence basculé dans une alerte confuse, le corps comprend avant l'esprit. Quelque chose n'est pas à sa place, l'air change. La maison a une respiration étrangère dans certaines nuits. Cela ne dure qu'une seconde, dans d'autres. L'instant s'étire, suspendu. Presque irréel, une silhouette se dessine. Pas encore un visage, pas encore une histoire. Juste une masse sombre là où il ne devrait y avoir que du vide, les regards du mal à l'accepter. L'esprit cherche d'abord l'erreur, un meuble, un rêve, un reflet. Puis la forme bouge, et tout l'univers domestique s'effondre d'un coup. Il y a quelqu'un dans la chambre, quelqu'un qui n'appartient pas à cette maison, quelqu'un qui a franchi la frontière la plus intime sans demande, sans hésiter. Sans même avoir besoin de fracas, à partir de là, l'incident devient une tyrannie du présent. Les secondes ne ressemblent plus aux secondes ordinaires. Elles gonflent, se déforment. Deviennent trop pleines. Le dormeur n'est plus un dormeur. Il devient une proie éveillée trop tard. Le lit cesse d'être un lieu de repos et devient un piège mou. Embarrassant, qui gêne les mouvements. Expose le corps, rappelé par sa simple matière combien l'être humain est vulnérable lorsqu'il dort. La chambre elle-même change de nature. Les objets familiers sont toujours là. Mais ils ont perdu leur camp, la commode, la chaise, le store, le cadre photo, rien de tout cela n'aide. Tout cela regardé, tout cela assisté. Tout cela appartient encore à la vie d'avant, mais cette vie d'avant est déjà hors d'atteinte. L'intrus parle parfois, ou donne des ordres, ou avance sans avoir besoin de beaucoup de mots. Et dans cette proximité forcée apparaît l'un des aspects les plus terrifiants de l'incident. Son arbitraire absolu. Il n'y a pas de conversation possible avec ceux qui entrent ainsi dans la nuit. Il n'y a pas de logique à négocier. Les victimes de Ramirez ne peuvent pas se raconter qu'elles sont tombées au milieu d'une dispute, d'un conflit, d'une vengeance personnelle. Elles ne sont pas prises dans une histoire qui les relie à lui. Elles sont choisies par accès, par occasion, par caprice, par pulsion, si qui rend la scène encore plus froide. Celui qui surgit n'apporte pas un motif compréhensible. Il apporte une puissance sans lien. Un mal sans relation préalable. Et c'est précisément cette absence de lien qui donne au crime sa brutalité nue. L'incident des lors ne se réduit pas à la violence physique qu'il contient. Il est aussi une annulation du sang. Pourquoi cette maison? Pourquoi cette nuit? Pourquoi il n'y a rien? Dans la plupart des cas, qui puissent répondre avec honnêteté à ces questions. Il y a seulement la rencontre entre une vulnérabilité indomiée et une volonté prédatrice en mouvement. C'est ce qui rend chaque scène si glaçante. On n'est pas dans le destin, mais dans l'exposition. Pas dans une tragédie annoncée, mais dans une collision imposée par les hasards des habitudes humaines. Et pourtant, dans si hazard apparent, l'agresseur exploite quelque chose de très concret, le rythme du sommeil. La routine, la confiance. L'épuisement de fin de journée, il sait que les corps endormis réagissent plus lentement. Il sait que la maison, de nuit, devient un labyrinthe favorable à celui qui entre en premier avec l'intention de dominer. Il sait qu'avant de comprendre. La victime doit passer par quelques secondes de confusion pure. Et que si ces secondes suffisent souvent à installer un rapport de force. Dans cet intervalle, tout s'y décide. La peur n'est pas encore un cri, elle est une sidération. Une gorge qui ne s'ouvre pas, un bras qui tarde. Une pensée qui cogne trop vite contre elle-même, puis la violence accélérée.
Le calme qui précédait la scène paraît alors presque insultante, comme si le monde avait préparé un silence express pour mieux faire entendre la rupture. Le ventilateur tournait encore. Le dehors existe encore. Il y a toujours un quartier, des voisins, des trottoirs, des jardins. Et pourtant, à l'intérieur de la maison, une autre loi règne désormais, celle du plus imprévisible, du plus brutal, du plus déterminé. Le vrai cœur de l'incident se trouve là, dans cette transformation soudaine du domestique en cauchemar. Une maison n'est jamais qu'un assemblage de pièces reliées par des habitudes. On sait où poser les pieds dans le noir. On connaît l'odeur du couloir, le bruit de la porte de salle de bain. La place exacte du téléphone, la façon dont la lumière du matin entre dans la cuisine. Or, quand Ramirez entrait, il ne se contentait pas de commettre une agression, il contaminait toute cette cartographie intime. Après son passage, plus rien n'est neutre. La chambre n'est plus seulement la chambre où l'on dormait, elle devient le lieu où l'on a cessé de se sentir humainement à l'abri. Le seuil de la porte n'est plus un simple seuil, il devient la ligne par laquelle l'horreur a pénétré. Le bruit du parquet n'est plus un détail sonore, il devient le souvenir du moment où la mort a pris forme. Il y a quelque chose de presque rituel dans cette destruction des repères. Mais un ritual sale improvise. Profondément opportuniste, l'agresseur ne vient pas mettre en scène sa grandeur. Il vient imposer sa présence et sa domination à des jeunes surprises dans l'état le plus ordinaire, le plus désarmé, le plus universel. Le sommeil! C'est cela qui fait de l'incident un événement si insupportable à raconter, et place encore à imaginer pour le public. Tout le monde dort, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde remet son corps à l'obscurité avec l'idée que le foyer fera tampon lorsqu'un homme fait de cet instant son terrain de chasse. Il ne s'en prend pas seulement à quelques victimes, il s'attaque à un geste humain fondamental. Et la Californie entière en découvrant peu à peu ces scenes. Commence à sentir-se épuisant dans sa propre vie quotidienne, mais à l'intérieur de la scène elle-même. Cela ne s'appelle pas encore une panique collective, cela s'appelle la minute impossible. Celle où la victime comprend qu'elle n'a pas affaire à un bruit ni à un rêve, ni à un simple cambrioleur presse, mais à une présence qui prend son temps parce qu'elle sait qu'elle possède l'avantage. Une telle minute laisse des marques qui dépassent largement les coupes et les blessures visibles. Elle inscrit dans la mémoire un avant et un après d'une brutalité absolue. Avant, il y avait la maison. La lit, le sommeil, la confiance. Après, il y a un homme dans la chambre. Et tous les objets familiers deviennent les témoins impuissants d'un renversement. L'incident se prolonge ensuite dans la confusion des suites immédiates, les lampes qu'on allume d'une main tremblante. Les premières paroles qui ne ressemblent à rien, le téléphone qu'on cherche. Les voisins révélés, les sirènes. Parfois, les policiers qui entrent à leur tour. Mais trop tard pour empêcher quoi que ce soit, juste assez tôt pour découvrir ce que la nuit a laissé derrière elle. Et là encore, l'incident continue à agir comme une onde. Parce que les premiers témoins secondaires, ceux qui arrivent après, ne voyant pas seulement une scène de violence, ils voient l'intimité des faits. Ils voient une chambre devenue étrangère. Ils voient que la brutalité cesse de poser au milieu des choses domestiques, au milieu des draps, des photos de famille, des rideaux ordinaires, au milieu de tout ce qui rend une maison reconnaissable comme un lieu de vie. Cette proximité entre l'horreur et le banal est ce qui donne à l'affaire une texture si particulière. On n'est pas dans le décor spectaculaire d'un crime pense pour frapper l'imaginaire public. On est dans la nudité tragique de maisons semblables à toutes les autres. C'est précisément pour cela que l'incident fait autant de dégâts dans la conscience collective. Chacun peut se représenter une chambre, chacun sait ce que signifie se coucher.
Éteindre, croire que la nuit va simplement passer. Et chacun, en entendant parler de ces scenes, comprendre aussitôt que rien, dans la structure ordinaire d'une maison, ne protégeait absolument contre un homme qui choisit cet instant pour entrer dans l'affaire Ramirez. L'incident n'est donc jamais seulement un acte criminel ponctuel, c'est la forme répétée d'un envahissement. Il se reproduit de maison en maison, avec des variations, mais avec un noyau identique, la nuit comme couverture, l'entrée comme violation première, la chambre comme lieu de basculement, le corps endormi comme matière vulnérable. Si schéma, à force de se répéter, finit par créer un cauchemar régional. Mais il faut d'abord le regarder à l'échelle intime pour en sentir la pleine cruauté. Un homme entre. Un être humain se réveille trop tard. Le monde familier n'obéit place. Le temps se déforme. La pure n'est plus une idée. Mais une présence physique dans la gorge, dans la poitrine, dans les membres, et tout ce qui arrive ensuite découle de ce point. Il ne faut pas sous-estimer non plus la part de silence qui suit, une fois les premières urgences passées, une fois les questions lancées, une fois les lumières fortes des enquêteurs braquées sur les détails. Il reste dans la maison quelque chose de presque sacrilège, une sensation que les morts étaient témoins de l'inacceptable, que la nuit a pénétré plus loin qu'elle n'aurait dû, certains signes semblant garder. Même après le départ des policiers, une forme de respiration cassée. Le couloir n'est plus tout à fait un couloir. La chambre n'est plus tout à fait habitable. Le lit, surtout, n'est plus seulement un meuble. Il devient le symbole même du point faible exploit. L'endroit où l'on dépose chaque soir sa vigilance. L'endroit que Ramirez a méthodiquement transformé en espace de froid. Voilà pourquoi l'incident dans cette affaire. Possédé une puissance aussi durable, il ne s'épuise pas dans le fait brut. Il infuse, il déborde la scène pour entrer dans les habitudes des autres. Dans leur manière de fermer une porte, dans le regard qu'ils jettent à une fenêtre avant de se coucher. Si n'est pas seulement ce qui est arrivé aux victimes, c'est ce que tous les autres ont ensuite imaginé chez eux. Une fois les lumières éteintes, et cette imagination là n'était pas gratuite. Elle était nourrie par une réalité répétée, par la certitude que les prédateurs ne frappaient pas selon une logique confortable, qu'ils pouvaient choisir encore, alias, une autre maison endormie, un autre couloir, une autre chambre. Ainsi l'incident devient plus qu'un épisode du récit. Il devient la matrice de la peur collective, une forme désormais reconnaissable de l'horreur. La maison calme, la nuit chaude, le sommeil ordinaire, puis la présence d'un homme qui avance sans y être invité, qui transforme la pénombre en territoire occupé, qui déchire en quelques secondes le contrat silencieux sur lequel repose la vie domestique. Et dans cette déchirure se trouve toute la terreur du Night Stalker. Non pas seulement faire du mal, mais entrer là où l'être humain croyait encore pouvoir abandonner sa garde. La scène de crime, dans l'affaire Richard Ramirez, n'avait presque jamais l'apparence spectaculaire que l'imagination populaire prête aux grands dossiers criminels. Elle n'était pas faite pour impressionner les caméras, ni pour fabriquer une image nette que l'on pourrait ranger dans un album de l'horreur. Elle se découvrait plutôt comme une violence déposée dans le désordre ordinaire des maisons. Une brutalité tombée au milieu d'objets modestes, de meubles familiers, de couloirs étroits, de chambres aux rideaux tiers, de cuisines où traînait encore une tasse, de salons où la télévision s'était peut être éteinte au milieu de la nuit. C'est cela qui déroutait tant les premières intervenantes. On n'entrait pas dans un théâtre criminel isolé du reste du monde. On entrait dans une vie interrompue, dans une maison qui, quelques heures plus tôt, avait encore son rythme discret. Y est gesté sans importance, sa chaleur intérieure. Puis, au matin, on danse la aube hésitante.
Tot changeait de texture. Le même tapis devenait un terrain d'observation. La même poignée de porte devenait une possible mémoire tactile. Le même encadrement de fenêtres nettes, plus une simple structure, domestique mais l'endroit précis où l'intrusion avait pu être commencée. Et dans cette transformation brutale de l'espace familier résidait déjà une part essentielle de l'horreur. Le crime de Ramirez ne s'imposait pas seulement par ce qu'il détruisait humainement, mais par la manière dont il faisait basculer des intérieurs ordinaires dans une étrangeté sinistre. Les premiers indices, dans un tel contexte, n'apparaissent jamais seuls. Ils s'étaient pris dans la matière même du traumatisme. Un carreau brise, une fenêtre forcée, une trace de passe, un tiroir ouvert, une porte déplacée, un téléphone décroche, un drap froisse, un objet tombé à terre, parfois une marque presque invisible à l'OL nommée capitale pour un enquêteur habitué à lire ce que le chaos laisse derrière lui. La police arrivait dans un lieu qui n'était déjà plus seulement une maison mais pas encore tout à fait un dossier. Entre les deux, il y avait cette phase fragile où chaque détail pouvait compter sans que personne sache encore lequel serait décisif. Les officiers avançaient souvent dans des pièces silencieuses où l'air semblait lui-même avoir changé de poids. On sentait le renferme de la nuit, la poussière déplacée, l'odeur métallique et brutale que la violence laisse parfois dans son sillage, le mélange obscène entre le quotidien et le drame. Les techniciens regardaient le sol autrement que les proches, les encadrements autrement que les voisins, les surfaces autrement que les habitants. Là où la famille voyait l'effondrement d'un monde, ils devaient voir aussi des séquences, des déplacements, des contacts, des gestes. Ils devaient reconstruire l'entrée, la progression, la confrontation, la sortie éventuelle. Dans l'affaire du Night Stalker, cette reconstruction avait quelque chose de particulièrement cruel, parce qu'elle obligeait à suivre le chemin d'un homme à travers l'intimité d'autres gens. On pouvait presque le sentir avancer de pièce en pièce à partir des traces qu'il laissait ou des absences qu'il produisait. Un access choice, un angle d'approche, un mouvement vers la chambre, une brutalité parfois rapide, parfois prolongée, puis un départ. Chaque scène de crime racontait donc à sa manière la même vérité insupportable. Quelqu'un avait pénétré un lieu de repos avec la volonté de le transformer en scène de domination. Les premiers indices ne créaient pas toujours, parfois. Ils murmuraient, une empreinte incomplète sur une planche ou près d'une fenêtre. Une marque sur un grillage extérieur, une trajectoire suggérée par la disposition des objets. Un verrou contourne, un détail que seul un regard patient pouvait arracher au désordre général. Dans une grande ville comme Los Angeles et dans ses environs, où les scènes se multipliaient et où la pression médiatique montait. Cette patience devenait à la fois indispensable et terriblement difficile à préserver. Chaque nouvelle maison frappée amenait son lot d'urgence. Son poids émotionnel, sa famille brisée, ses voisins choqués, ses journalistes oxagués. Et pourtant, au cœur de cette agitation, l'enquête devait se nourrir d'éléments minuscules, presque humiliants dans leur discrétion. Un cheveu, une trace sur une chaussure, une fenêtre qui révèle le mode opératoire, une correspondance entre des attaques apparemment éloignées les unes des autres. C'est souvent là que commence vraiment la cinquième partie d'une affaire criminelle, au point précis où le horreur brute doit être loué comme une grammaire. Avec Ramirez, cette grammaire mettait du temps à apparaître parce qu'il frappait dans des contextes variés, sur des victimes très différentes, dans des zones qui ne semblaient pas d'emblée appartenir à une seule carte. Les scènes de crime, d'abord, ressemblaient davantage une succession de fractions monstrueuses qu'à la trajectoire claire d'un seul prédateur. C'est le grand paradoxe des premiers indices. Ils sont là avant la compréhension, mais ils ne prennent sens qu'après. Au moment où les enquêteurs se penchent sur eux, ils ne savent pas encore s'ils regardent un détail fondamental ou un bruit de fond sans importance.
Ils ne savaient pas si telle marque, telle empreinte. Telle manière d'entrer dans une maison renvoie à un seul homéo à la banalité statistique de crimes distincts. Pourtant, quelque chose insistait déjà dans ces scenes, une manière d'attaquer la nuit. Une manière de traverser les espaces preuves, une manière de faire de la chambre le centre du drame. L'impression qui se dégageait peu à peu n'était pas seulement celle d'une brutalité, mais d'un comportement. Or, dans une enquête, le comportement est souvent l'indice le plus claquant, parce qu'il trahit une continuité mentale derrière des lieux changeants. La scène de crime, chez Ramirez, ne se limitait pas à ce qui avait été pris ou à ce qui avait été cassé. Elle révélait surtout ce qui avait été cherché. L'accès au corps endormi, la vulnérabilité maximale, la confusion du réveil, la terreur obtenue dans l'espace le plus intime. Pour les policiers, cela signifiait que chaque maison frappée devait être regardée comme un chapitre d'un texte noir en cours d'écriture. Rien n'était totalement isolé, même quand les victimes n'avaient rien en commun au premier regard. Même quand les quartiers variaient, même quand l'opinion publique s'accrochait encore, l'idée rassurante des crimes se paraissait. Les scènes racontaient une obstination, elles racontaient un homme qui profitait de l'obscurité. Des habitudes, des failles. Et qu'il laissait derrière lui des lieux si profondément contaminés que leurs détails banals devenaient des preuves possibles. Il faut imaginer ces matinées d'enquête avec précision. La lumière entrait enfin dans la maison, mais elle n'a pas eu rien. Elle révèle, elle montre trop clairement ce que la nuit avait contenu. Les enquêteurs notant, photographiant, mesurant, protégeant des zones, demandant qu'on ne touche à rien, les procès. Hughes flottant dans un temps parallèle. Incapables de regarder leur propre salon sans y voir désormais un espace étranger, les voisins se tiennent en dehors. Parfois en robe de chambre, parfois déjà habiles comme pour se convaincre que la journée normale continue. Mais leurs visages disent autre chose. Ils regardent les voitures de police, les rubans de sécurité, les allées et venues des techniciens. Et derrière leurs regards, il y a déjà une question privée, une question qu'ils ne formulent pas toujours à voix haute. Est-ce que cela pourrait être chez nous la prochaine fois? C'est aussi cela. La scène de crime du Night Stalker. Un foyer détruit qui projette des menaces dans tous les autres foyers alentour. Les premiers indices ne intéressent pas seulement les enquêteurs, ils alimentent bientôt la pire collective. Parce que chaque élément connu sur la manière d'entrer, de circuler, de frapper, devient aussitôt une élément sinistre pour toute une population. Une fenêtre non sécurisée, une porte arrière vulnérable, un accès latéral peu visible depuis la rue, la police cherche un homme, les habitants. Cherchant une méthode pour ne pas devenir la prochaine scène. Mais au début, les scènes et les mémes imposant leur propre confusion. Un bon enquêteur sait que l'horreur parle trop fort, elle écrase l'attention. Elle pousse l'esprit à voir d'abord l'évidence émotionnelle, l'agression, la mort, la profanation du lieu. Il faut un sang-froid presque inhumain pour continuer à regarder aussi le dessous de tout cela. Une empreinte partielle n'est pas spectaculaire. Pourtant, elle peut lier des dossiers. Une fenêtre choisie à chaque fois selon une logique semblable peut révéler une habitude. Le désordre d'une pièce peut être authentique ou fabrique pour donner l'illusion d'un simple cambriolage. Dans l'affaire Ramirez, l'une des grandes difficultés tenait justement à la frontière poreuse entre les fractions banales et l'attaque extraordinairement violente. Il entrait comme un cambrioleur. Mais ne s'arrêtait pas à la logique du cambriolage. Cette hybridité compliquait la lecture initiale. Ce n'était pas seulement un homme qui volait, ni seulement un homme qui tuait. Il s'inscrivait dans une zone trouble où l'intrusion patrimoniale servait parfois de prélude ou de masque à une violence bien plus profonde. Les premiers indices devaient donc être évalués avec cette prudence terrible.
Questo qui relève de l'accès. Questo qui relève du contrôle. Questo qui relève de la mise en scène. Questo qui relève de la pure improvisation. À mesure que les scènes s'accumulaient, une silhouette criminelle commençait à émerger non pas à partir du visage du suspect, encore flot dans l'espace public, mais à partir de ses habitudes de prédation. Les lieux frappés parlaient pour lui avant que lui-même ne soit identifié. Ils disaient qu'il ne craignait pas les espaces habités. Ils disaient qu'il comprenait la puissance de la nuit comme allié. Ils disaient qu'il se déplaçait avec une mobilité déconcertante. Ils disaient surtout qu'il exploitait une confiance domestique largement partagée. Pour les techniciens et les détectives, ces constats ne naissaient pas d'une intuition romanesque, mais de la répétition de détails concrets, des accès semblables, des temporalités semblables. Des intrusions où le réveil de la victime faisait partie de la scène au lieu d'être un simple contretemps dans certaines affaires criminelles. Le premier indice décisif sur Guitotet réorganise tous les restes. ICI, la progression fut plus sinueuse. L'enquête devait apprendre à relier ce que la géographie de Los Angeles dispersait. Elle devait résister aux simplifications prématurées. Elle devait surtout composer avec la pression d'un public terrifié. Avide de certitudes, alors même que les certitudes scientifiques et policières se construisent lentement. À travers des fragments, c'est dans cette lenteur forcée que la scène de crime devient presque un personnage du récit. Elle revient, avec ses variations, d'un domicile à l'autre, toujours le même scandale. Toujours le même contraste entre le calme apparent du quartier et la dévastation intérieure. Toujours cette impression qu'un homme traverse des pièces ordinaires comme s'il n'existait aucune frontière sacrée. Et toujours, au milieu du choc, les enquêteurs cherchant à arracher à la matière du lieu des traces plus fiables que les rumeurs, plus stables que les descriptions paniquées, plus solides que la peur, l'image du Night Stalker s'est construite dans les médias. Bien sûr, mais elle est d'abord forgée là, sur les sols, les fenêtres, les soils, les draps, les empreintes, les modes d'entrée. Les correspondances ténues entre des maisons qui ne se connaissaient pas. La scène de crime disait que l'homme faisait au monde. Les premiers indices disaient comment il les faisait, et entre les deux se creusait une certitude de plus en plus claquante. Ces crimes n'étaient pas une simple série d'accidents monstrueux, ils portaient la signature mouvante d'un prédateur qui apprenait. Se déplaçait et frappait avec un opportunisme d'autant, plus terrifiant qu'il semblait s'affranchir de tout profil rassurant. L'enjeu, pour les enquêteurs, n'était pas seulement de protéger les preuves, il était de protéger la possibilité même du lien, car dans une affaire aussi éclatée, le plus grand risque initial est la fragmentation. Chaque scène pourrait rester un drame local. Absorbe par son propre voisinage, ses propres émotions, sa propre presse. Or, le tueur, lui, bénéficie précisément de cette dispersion. Il circule pendant que les autres compartimentent. Les premiers indices ont donc aussi cette fonction presque stratégique. Ils empêchent l'isolement total des crimes les uns des autres. Une empreinte commune. Une méthode récurrente. Une chronologie cohérente. Un type d'accès. Tout cela commence à dessiner la route invisible d'un homme à travers la Californie. Et lorsque cette route se précise, la peur change de nature. Elle n'est plus seulement celle d'un crime atroce commis quelque part. Elle devient la peur d'une série. Donc d'une répétition possible, donc d'un avenir menace. C'est pourquoi la scène de crime, dans cette affaire, n'est pas un simple décor macabre. Elle est le laboratoire sombre où la police tente de transformer le chaos en connaissance avant que le tueur ne recommence. Mais même cette connaissance, naissante à quelque chose de terriblement frustrant. Savoir qu'un homme entre de nuit ne suffit pas à dire où il ira demain. Savoir comment il franchit une fenêtre ne suffit pas à dire quelle maison il choisira. Les indices rapprochent sans encore saisir.
Ils éclairent sans arrêter. Ils dessinent une menace plus nette. Mais cette netteté peut-elle même intensifier la panique, car place le public comprenne ce type de prédateur. Place mesure à quel point sa propre routine nocturne repose sur des protections fragiles dans les foyers. La quincaillerie devient soudain une extension de l'enquête. Les gens renforçant portes et fenêtres à partir de ce qu'ils apprennent des scènes précédentes. On ne regarde plus une baie vitrée de la même façon. On ne laisse plus une fenêtre entrouverte simplement pour avoir de l'air. Les maisons commencent à se comporter comme si chacune avait déjà été visée, même quand ce n'y est pas le cas. Et pendant ce temps, dans les dossiers, les photographies, les rapports, les empreintes relevées, la vérité se rapproche par couches successives. Pas en ligne droite, pas avec l'élégance froide des fictions policières, mais par accumulation têtue. Les premiers indices, aussi modestes soient-ils, portent alors une charge immense. Ils sont les premières résistances tangibles, opposées à un homme qui semblait naître jusqu'à la qu'une ombre mouvante dans la nuit californienne. Ils disent que son passage, aussi rapide et violent soit-il, n'est pas parfait. Que la nuit ne fasse pas tout, que les maisons agressées gardent. Malgré elle, une mémoire matérielle. Qu'une seule franchise peut parler, qu'une seule peut retenir. Qu'une vitre, une serrure, une marque, une empreinte, une constance de comportement pouvant finir par trahir celui qui croyait ne laisser derrière lui que la peur. Et c'est dans cette tension entre la destruction intime et la persévérance minutieuse de l'enquête que se joue toute la puissance de cette étape du récit. La scène de crime montre le pire de ce qu'un homme peut infliger à l'intérieur d'un foyer. Les premiers indices. Yogs représentent la première repose du réel. Fragile, lente, incertain, mais obstiné. Une maison peut être profanée, une famille peut être anéantie. Une région entière peut apprendre à craindre la nuit, mais il reste tout de même quelque part. Dans la poussière déplacée, dans l'angle d'une fenêtre, dans la trace d'un passage, une vérité matérielle qui résiste au chaos. Dans l'affaire Richard Ramirez, cette vérité n'apparaît pas d'un seul coup. Elle se ramasse maison après maison, au milieu des draps froissés, des verrous forces, des couloirs de Vénus étrangers, des regards effondrés des proches et du silence lors des matinées de police. Et c'est précisément cela qui donne à cette cinquième partie sa force tragique. Au milieu de l'obscénité du crime, le monde cherche encore à comprendre. A liar, à relire, a nommer, comme ici. Face à une violence qui voulait faire des foyers d'espoirs, les indices représentaient la première manière de rendre à ces maisons quelque chose de leur dignité perdue. La capacité de témoigner contre l'homme qui les a violés au début de l'enquête. Le plus terrifiant n'était pas seulement la violence des crimes, mais leur manière de refuser toute logique rassurante. Les policiers, les inspecteurs, les techniciens, tous cherchaient instinctivement ce que toute enquête cherche d'abord pour ne pas sombrer dans le chaos. Une ligne, une préférence, une cohérence, une quotient cible. Un type de victime, une méthode fixe. Une géographie mentale qui permettrait de deviner où le homme irait ensuite. Mais Richard Ramirez, avant même d'avoir un nom public, avant qu'il dans la Californie comme un brûlage vivant. Un soir, la peur semblait appartenir aux personnes à gaze vivantes seules. Le lendemain, elles s'étendaient découplées. Puis à des victimes isolées, puis à d'autres rues, d'autres villes, d'autres intérieurs. Les enquêteurs avaient devant eux non seulement des scènes de crime, mais une menace qui déjouait la vieille tentation de classivité dans les commissariats. Les rapports s'employaient. Les fureurs s'allongeaient sous les néons palais, et pourtant l'image d'ensemble restait fouillantée.
L'enquête est un immense organisme étalé, traversé par des autoroutes, par des flux anonymes, par des quartiers qui ne se touchent pas vraiment. Sinon sur l'escarté, cette dispersion surveille le tour. Elle donne à chaque nouveau drame l'air d'une histoire locale, presque autonome. Alors qu'au fond quelque chose commençait déjà à les relier dans l'ombre, les premiers suspects. Dans une affaire comme celle-là, ne sont souvent moins d'une vérité solide que du besoin urgent de remplir un vide. On regarde d'abord près des victimes, on voit sans trop curieux. Un homme aperçu dans la rue, un ancien employé, un parent lointain en conflit, un cambrioleur connu du quartier. Les policiers font si qu'ils peuvent avec si qu'ils ont des témoignages parfois tremblants. Des souvenirs nocturnes déformés par la panique, des silhouettes vues en une fraction de seconde, des descriptions approximatives qui laissent trop de place à l'imagination. Dans certaines maisons, les survivants parlent d'un regard, dans d'autres, d'une voix ailleurs, d'une carrure, d'une démarche, d'une présence nerveuse, mais la nuit dévore les contours. La peur, elle est. La grandité efface, un visage aperçu à moitié dans l'obscurité n'est pas encore une identité. C'est une hantise. Alors l'enquête tâtonne. Elle interroge des hommes qui ne comprennent pas pourquoi leur nom apparaît soudain dans une affaire pareille. Elle vérifie des emplois du temps, des antécédents, des habitudes. Elle suit des pistes qui s'ouvrent avec fracas et se referment en silence. Chaque impasse coûte du temps. Et dans une affaire où le tueur continue de circuler, le temps lui-même ressemblait à une faveur involontaire qu'on lui accorde. Dans certains bureaux d'enquête, la fatigue commence à donner aux objets la même expression grise que les visages. Des gobelets de café froid s'alignent sur les tables, des photos de signes s'éparpillant entre des notes griffonnées à la hâte. Les inspecteurs se repassant les détails comme on tournait une clé dans une serrure récalcitrante. Ils savaient que quelque chose leur échappait. Mais ils ne savaient pas encore quoi. La place cruelle. C'est ce que les crimes semblaient dire à la fois trop de choses et pas assez. Trop de violence. Trop de pure. Trop de mouvement. Pas assez de cohérence visible. Dans une enquête criminelle. Le suspect idéalement se dessine à partir d'une fixite, un motif. Un lien, une obsession réparable. ICI, l'impression première est celle d'un homme qui choisit ses cibles non selon ce qu'elles sont, mais selon le fait qu'elles demandent derrière une porte franchissable, cette logique du possible. Plasquée du symbolique, désoriente les policiers. Elle les prive de cette consolation analytique, qui consiste d'ailleurs, ils visent le monde. Donc nous devons regarder là, non. Ils visent la vulnérabilité elle-même, et la vulnérabilité. En Californie, à des milliers d'adresses. Très vite, la presse s'empare du climat de peur. À mesure que les récits d'agression s'accumulent, les journalistes cherchent aussi une figure. Un centre de gravité. Le public veut savoir si un seul homme rôde. Il veut un nom, un surnom. Un monstre identifiable, mais avant que l'image du Night Stalker ne s'impose pleinement. Il y a cette période de trouble où l'enquête flottait entre plusieurs hypothèses. Crime en série ou série de crimes sans lien clair. Cambrioleur devenu meurtrier par opportunisme ou prédateur mou par une impulsion plus profonde. Attaques désordonnées sous stratégie mobile. Les policiers ne pouvant pas se permettre d'avoir des certitudes trop hautes. Pourtant, l'absence de certitude nourrit l'angoisse publique. Chaque conférence de presse trop prudente, chaque réponse incomplète. Chaque détail contredit par un autre donne le sentiment que le tueur garde une coupe d'avance. Les habitants renforçant leurs serrures. Les armureries voyant défiler des clients nerveux, les voisins se regardant autrement. Et pendant ces temps, l'enquête continue de fabriquer des suspects de passage.
Des hommes temporairement inquiétants avant d'être disculpés ou écartés. Certains sont le mauvais visage au mauvais moment. D'autres traînent un pas assez trouble pour attirer l'attention. D'autres encore correspondent vaguement à une description. Si genre de correspondance molle qui paraît prometteuse à l'instant où l'on manque de tout, puis s'effondre au premier examen sérieux. L'impasse dans cette affaire n'est pas l'absence totale de matière, c'est au contraire l'excès de pistes imparfaites. Un nom remonté, puis un autre. Une voiture est signalée, puis démentie. Une rumeur circulait dans un quartier, relayée par la peur plus que par les faits. Une description faciale semble utile, puis s'est révélée trop générale pour réduire réellement les champs. La Californie entière, en état d'alerte. Produit du signal et du bruit dans la même respiration. Les services de police doivent faire le tri. Mais le tri prend du temps, et chaque heure écoulée peut ouvrir la voie à une nouvelle attaque. C'est là que l'enquête touche à quelque chose de profondément humain et douloureux. La honte professionnelle diffuse de ne pas aller assez vite. Aucun inspecteur digne de ce nom ne supporte l'idée qu'un tueur en série puisse continuer pendant qu'il aligne des dossiers sur son bureau, les nuits raccourcissantes. Les familles des victimes attendent, les journalistes présents. Les supérieurs demandant des résultats, et pourtant la vérité ne se livre pas sous la contrainte. Elle résiste, morcelée. Prise dans ces détails minuscules, les enquêteurs doivent donc travailler avec deux ennemis à la fois. Le criminel lui-même et l'impatience collective. Plus les crimes se poursuivent, plus la pression transforme chaque piste en promesse excessive. On veut croire qu'un suspect arrête à l'aube et sera le bon. On veut croire qu'un témoignage plus précis va tout résoudre. On veut croire qu'une empreinte, un mode opératoire. On recoupement, n'importe quoi. Pourra enfin fermer le cercle, mais l'impasse est nourrie précisément de cet espoir contrarié. Si n'est pas une absence sèche, c'est une succession de quasi-réponses. On croit toucher quelque chose, et cela glisse. On croit tenir un profil, et le crime suivant le contredit partiellement. On croit à une zone privilégiée, et voilà qu'une autre ville est frappée. On croit à une catégorie de victimes, et l'attaque suivante élargit encore le spectre. Peu à peu, l'enquête comprend qu'elle ne traque pas un homme ordinaire au sens policier du terme. Elle traque une immobilité, une imprévisibilité. Une manière d'utiliser la nuit non comme décor, mais comme allié tactique. Cette compréhension n'arrive pas d'un bloc, elle monte avec la fatigue. Avec les réunions où chacun sent que les vieilles catégories se révélant trop étroites, les inspecteurs doivent cesser de penser seulement en fonction des liens visibles entre victimes. Il faut penser en fonction du comportement, de l'audace, de l'intrusion de la nuit, de la nature profondément opportuniste et prédatrice du passage à l'acte. C'est un changement de focal important. Mais il n'élimine pas immédiatement l'impasse, car voir plus juste ne signifie pas encore saisir plus vite. Le suspect demeure invisible dans la foule des hommes ordinaires qui traversent la ville. Il peut marcher dans une rue comme mercante, monter dans son bus, acheter quelque chose, disparaître derrière une casquette en silence. En regard base, il n'a pas besoin de posséder une place stable dans la vie des victimes.